Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux cours, animé par Steven Poirier et David Barrière, deux étudiants en musique au département de l'UQAM. Et on a Danick aujourd'hui avec nous, directeur du département de musique de l'UQAM. Merci d'avoir accepté notre invitation, Danick. Ça fait plaisir, David et Steven. Très content d'être avec vous aujourd'hui. On est vraiment content de t'avoir. Justement, on a eu un peu de difficulté à se trouver un moment, mais là, je suis vraiment content qu'on on se rencontre enfin. Je trouve que ça va être tellement pertinent de voir justement ta position en tant que directeur du département et de musicologue. Parce que oui, Danick est aussi musicologue. Et musicologue avant tout, quand même. Ben oui, avant et d'être avant directeur. tout, oui, c'est ça. Avant directeur, tout Ben à fait. oui, exactement. Tout à fait. C'est ça. Fait que dans le podcast, dans le fond, on va explorer un peu ton parcours académique. Très bien. Aussi, on va explorer ton parcours musical. OK. Puis par la suite, on va ici voir ta vision de la musicologie, qu'est-ce qui t'a Parfait. apporté là. Et par la suite, on va parler un peu de tes recherches. Et Très bien. on va finir par ton rôle dans le département de musique en tant que directeur et Excellent. professeur. Mon Dieu, Donc, tout un menu. c'est tout vous un êtes certain menu. d'avoir le temps pour tout ça, là? Ben oui. Voilà, d'habitude, on On a a le été temps. capable, on a été capable de le rentrer Très dans les bien. temps la dernière fois. Donc, on va commencer avec ton parcours académique. Donc là, on sait que tu es professeur et directeur du département de musique. Il y a un long parcours académique qui précède ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu, justement, à quel moment la musique entre là-dedans aussi? Très bien, très bien. Je dois d'abord spécifier que je suis directeur parce que je suis professeur Oui. et que à l'UQAM, les directeurs d'unité sont d'abord des professeurs. Je le précise parce que c'est pas comme ça dans toutes les universités. C'est vrai. Parfois, on a des directeurs d'unité qui sont plus des administrateurs et autres, mais ici, ça fait partie vraiment de la façon de procéder à l'UQAM. Alors, bon, écoutez, on va revenir un petit peu au début. Oui. Je suis né à la fin des années 70, donc vous voyez déjà un petit peu la période. La musique est entrée dans ma vie assez jeune. Je fais partie de la génération Musique Plus. Alors moi, vraiment, Ok. il y avait la radio à la maison, mais la télévision, avec la musique à la télévision, a d'abord été la première prise pour moi. Et c'est l'époque du glam rock, du rap, plus de street rap et le rap des années 80. Et donc, c'est là où j'ai vraiment embarqué. Mes premiers coups de foudre avec la musique ont été à ce moment-là. Évidemment, comme bien d'autres personnes, il y a eu des coups de foudre quand j'étais jeune, que ce soit l'univers musical, je sais pas moi, des Cimards ou également tout ce qui était, par exemple, des moments clés de l'histoire de la pop. Moi, je me rappelle très bien quand Thriller de Michael Jackson est arrivé. Là, mon père avait acheté le vinyle et on tripait à la maison. La même chose avec, par exemple, Boy George. Donc, il y a eu vraiment des périodes et c'est très drôle parce que quand j'en parle avec ma conjointe a aussi vécu ces années-là, bien sûr. Donc, on a des références communes. Donc, c'est ça, hein, appartenir à une génération, c'est Oui. qu'il y a des éléments qui se croisent. Donc, la musique est arrivée de façon plus, disons, sérieuse dans ma vie avec la guitare. Et là, c'est au moment de la transition du primaire au secondaire. Et donc, j'ai commencé la guitare électrique à l'âge de 12 ans. C'est pas compliqué. Et là, au début, ça a été des étapes un peu difficiles avec l'arrivée de l'instrument. Donc, j'ai commencé à me l'approprier, mais je n'étais pas encore tout à fait passionné. Et là arrive la période des années 90 où je rentre dans l'adolescence avec la musique qui joue un rôle fondamental, foncièrement importante, la musique pour définir l'identité. Ça a été mon cas, comme plusieurs adolescents et adolescentes. Et là, on est au début des années 90. Donc, qu'est-ce qui fonctionne au début des années 90? Évidemment, le métal. Oui. On est à la période où Metallica fait sa transition vers l'album, le Black Album, l'album noir. Donc là, moi, j'étais un fan de Metallica, alors ça a été vraiment fort. Fan de grunge, arrive Nirvana, hein, avec Nevermind. Donc ça m'a beaucoup frappé. C'est l'époque aussi de Guns avec Use Your Illusion 1 and 2. C'est l'époque aussi où va arriver un petit peu par après Green Day avec Dookie. Donc on est vraiment dans une période où ça brasse, ça brasse. Et là, la guitare électrique devient mon instrument. Et en même temps, je veux aller plus loin. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler mon instrument aussi à travers l'école. J'ai fait mon école secondaire dans l'ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, une école qui s'appelle Saint-Georges. Et à cette école-là, il y avait une harmonie. Et dans l'harmonie, on pouvait jouer de la guitare. Donc, j'ai commencé là vraiment à avoir plus un cheminement où l'école et la musique ont commencé à fusionner.
Et ça a été très important pour moi. Puis là, j'ai commencé à aller voir mes premiers groupes, en concert et tout. J'étais là lors de la célèbre émeute de 92. Donc, Metallica puis Guns, Oui. je me rappelle encore. C'était long, interminable, mais j'ai décarpé assez vite. Ouais. J'avais 14 ans. Ouais, c'est ça, tu veux pas rester là trop La petite longtemps. anecdote, je n'étais pas supposé d'y aller. Mes Ah, en parents ne plus. voulaient pas. J'avais acheté mes billets avec un groupe d'amis. Et puis là, c'est mon oncle qui a convaincu mes parents. Il a dit, ben non, il n'y arrivera rien. Il n'y arrive jamais rien dans les show rock. Mes parents étaient morts de peur. En tout cas, on est revenu le soir même. C'était vraiment... Mais ça reste une expérience. Les expériences, quand on dit qu'elles peuvent être fondatrices, Oui. ça reste une expérience Ben, fondatrice. ça a marqué une génération. Ah oui, là. ça a marqué vraiment Le une nombre de génération. personnes Ah, qui je m'en sais. parlent. Ah oui, tout à fait. Justement, ça avait l'air d'être vraiment un événement. Ah oui, c'était vraiment un événement. Oui. C'est vraiment un événement. Après ça, en 93, Metallica est revenu. Donc, je suis allé voir Metallica. 93? Oui, 93. J'ai vu aussi Pink Floyd, la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal en 94. Pour ce que je m'en rappelle. Mais c'était bon! Je me rappelle à Constabulum, il y avait comme une espèce de fleurs géantes qui s'ouvraient puis qui tournaient pendant le concert. C'était vraiment magnifique. Donc, disons que la piqûre pour la musique, là, en faire vraiment un objet de passion est arrivée pendant l'adolescence. C'est vraiment devenu un objet de passion. Et quand je suis arrivé en secondaire 4, là, il y avait option musique. J'ai pris option musique au secondaire. En secondaire 5, j'ai également pris option musique. Et là, à un moment donné, il y a eu un choix à faire et je me suis dit, je m'en vais au cégep en musique. Et là, ça a été Cégep Saint-Laurent. Je me suis inscrit en guitare classique. Puis à l'époque, au Cégep Saint-Laurent, entrer en guitare classique, c'était difficile. Mhm. On était comme 80 pour 20 places. Là, on était dans cette zone-là parce que, évidemment, avec la vague métal, beaucoup de gens avaient commencé à jouer de la guitare. Donc, j'ai fait Cégep Saint-Laurent en musique. J'avais une grande passion pour les sciences humaines. Donc, au début, j'avais commencé un double deck, mais je l'ai abandonné parce que la musique devenait vraiment de plus en plus une passion, là, mais vraiment ancrée aussi dans le langage. J'adorais l'analyse musicale, j'adorais la théorie et j'adorais l'histoire. Donc, veux pas, là, il y a eu comme une prise de conscience, puis j'étais pas le meilleur guitariste. J'étais correct, mais je voyais qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi. Mais je voyais par contre qu'en histoire, en analyse, j'étais très fort. En analyse, il y a des cours où j'avais 100 sur 100. Là, donc, j'ai terminé des... Donc là, je me disais, OK, vraiment, la théorie, j'aime beaucoup l'histoire. Et là, quand est venu le moment de choisir l'université, beaucoup s'en allaient, par exemple, à McGill, à l'Université de Montréal, Conservatoire. Mais on était aussi plusieurs à choisir l'UQAM parce qu'on voulait soit faire de la pop, soit on voulait faire d'autres programmes. Il y en a qui allaient en musicothérapie. Il y avait un programme de musicothérapie à l'époque. Et il y avait un programme de musicologie. Alors là, je me suis inscrit ici en musicologie. J'ai vraiment trippé. Là, on parle de 98 à 2001. J'ai fait vraiment mon bac en 3 ans. Et puis, parce que c'était pas commun à l'époque. Les gens faisaient plus leur bac en 4 ans en musicologie, mais moi, j'étais vraiment dedans. J'adorais, là, j'en mangeais de la musicologie. Toujours avec mon instrument, parce qu'il fallait quand même que je suive mes cours d'instrument et tout ça. Puis j'adorais mon instrument. Et entre-temps aussi, j'enseignais dans le privé, la guitare électrique. Donc, j'avais la guitare classique pour mes études, guitare électrique pour le privé. Après ça, je me suis inscrit à la maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en musicologie sur le thème de la postmodernité, où j'ai beaucoup parlé de la musique minimaliste américaine, Steve Reich, Philip Glass et d'autres. Et ensuite, là, on s'en va vers 2003. Je m'inscris au doctorat. Et là, pour le doctorat, il y avait la possibilité de faire ce doctorat-là dans 2 universités. Et là, je trouvais que mon parcours était très québécois. Donc, depuis le début, j'avais fait dans les universités québécoises et tout. Je voulais rester dans une université québécoise, l'Université de Montréal, mais je voulais faire ça en partenariat avec une université française. Et ce fut l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, mieux connue sous le nom de l'EHESS. Et là, donc, c'était vraiment une dynamique incroyable. J'avais un directeur à l'Université de Montréal qui était mon université centre, donc ma première université, et c'était Michel Duchesneau. Et à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, j'avais comme directeur Esteban Bouc. Donc, j'avais 2 directeurs, 2 chercheurs en musicologie de réputation internationale, de très grande qualité. Ils m'ont très bien encadré. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat en 4 ans. Ben, je l'ai soutenue la 5e année. Donc, et c'était sur la querelle Schoenberg-Stravinsky. Donc, je tripais sur Schoenberg et Stravinsky. J'ai décidé de travailler sur le fait qu'au 20e siècle, on les a opposés comme compositeurs dans leur façon de concevoir le langage et l'histoire de la musique. Donc, ça m'a permis de faire quand même une thèse de doctorat assez fleuve de 600 pages. Donc, à vous intéresser, c'est sur ProQuest en ligne si vous voulez aller lire la thèse de doctorat. C'était lecture de chevet. Oui, 100 pages. Tu peux lire toute l'année, là. C'est bien écrit, allez la lire. Donc, ça a été vraiment un moment, évidemment, fondateur
parce que là, j'ai été formé vraiment. C'était Mhm. la fin avec le doctorat, avec la soutenance. Entre-temps, j'avais publié des articles. J'avais aussi commencé à avoir mes premières contributions dans l'espace public. J'avais écrit dans Le Devoir des textes qui avaient été publiés. Et là, en 2008, j'ai eu une chance incroyable. En 2007, avant de soutenir ma thèse, j'ai rencontré un professeur de l'Université Harvard qui s'appelle Alexander Redding, une autre sommité dans le domaine de la musicologie. Et Alexander Redding a accepté que j'allais faire à ses côtés, ou si vous voulez, comme superviseur. Il m'a accepté à l'Université Harvard. Donc, je suis allé comme 2 ans comme chercheur postdoctoral. Donc, ça, c'est vraiment, tu n'es plus étudiant, tu es vraiment Dans le reçu comme concret, ouais. chercheur. Ouais, c'est un Mm. stage, dans le Ouais. fond. Et puis, là, je suis allé faire des recherches à Harvard pendant 2 ans à Boston. Et au retour de Harvard, là, je me suis placé une première fois à l'Université de Montréal. J'ai été chargé de cours, professeur d'université, également agent de recherche. Et ensuite, ça a commencé à l'UQAM comme chargé de cours. Et après, le poste de professeur. Je suis professeur à l'UQAM depuis 2014. Donc voilà la synthèse de ces 20-25 années qui vont de 90, grosso modo, jusqu'à 2015. Ah, wow! Mais c'est un très beau parcours. Puis tu nous as bien illustré ça, en plus, avec la musique qui t'a habité pendant tout ce Oui, moment-là. oui, tout à fait. Oui, oui. Parce qu'on s'entend que quand on s'investit autant, c'est parce qu'on est passionné par l'objet. Oui, Et on s'entend aussi qu'il y a quelque chose de stimulant de franchir les étapes les unes après les autres. Ça n'a pas été toujours facile, hein. Après ça, quand j'en parle, c'est plus facile à synthétiser que le vivre. Mais oui, chaque année, il y a eu des défis. Il y a eu aussi des fois des périodes de découragement, des moments où ça fonctionne moins bien dans telle recherche, des moments où on se dit aussi est-ce qu'on va avoir un poste. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Dans le milieu académique, c'est pas tout le monde qui a un poste. non. Et je suis très chanceux d'en avoir un, mes collègues aussi, mais il y en a plusieurs qui doivent abandonner malheureusement leur rêve parce qu'ils n'obtiennent pas de poste. Ça, c'est vraiment très, très, très triste. Et ça aurait pu être aussi mon cas. Mhm. Donc, on doit toujours avoir un plan B quand on est dans des domaines comme la musicologie ou des disciplines aussi précises. Oui. Puis on est vraiment content que ça ait fonctionné pour toi parce que Ben, merci. justement, dans les cours que tu donnes ou justement la place que tu prends dans le département, ça se ressent vraiment qu'il y a un dynamisme, qu'on le sent dans le corps professoral aussi, qu'il y a justement vraiment un gros dynamisme, genre dans le département de musique à Oui, mais ça l'UQAM. repose pas juste sur moi, hein. C'est une Ça équipe, repose pas c'est un nécessairement travail juste d'équipe. sur toi, mais j'ai l'impression que justement, il y a comme une cohésion. On sent que le corps professoral est quand même lié. Oui, tout Vous, à fait. vous, vous, vous- vous travaillez ensemble, vous faites de la recherche Exactement. C'est ensemble. très juste, ça. Ça, c'est très juste. On a une dynamique de groupe Oui, et elle est importante et on y tient. oui. Puis c'est qu'est-ce qui se répète justement d'entrevue en entrevue, de podcast en podcast, la passion que vous avez pour le sujet dans lequel vous avez étudié, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, ça se ressent dans l'enseignement que vous donnez aussi. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça super. Ben, merci beaucoup. Je, Ouais. je le prends comme un compliment Oui, pour l'ensemble du c'est un département. C'est compliment. vraiment, oui, tout à fait. C'est C'en vraiment. est un. Et ça nous fait plaisir de l'entendre parce Oui, qu'on se donne comme équipe, on travaille fort. oui. Et peut-être que c'est difficile parfois de concevoir ça, mais donner un cours universitaire de 3 heures, Hmm. c'est une performance. Ah ouais. C'est très exigeant. Et on en parle parfois, les collègues, et on veut toujours qu'on se rappelle à quel point on donne le maximum et à quel point, justement, faire d'un cours un moment de connaissance, de formation et tout, ben c'est exigeant. C'est notre travail, Mhm. évidemment, mais on se donne dans ce travail-là de façon importante. Et donc, je tiens à souligner, puis je trouve ça important aussi que vous le Ben souligniez. Donc, oui, je vous en ben remercie. oui. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose que Danick avait dit ou moi Non, j'ai ça va aller. non, ça va? Je vais intervenir aussi. Tu vas y revenir, parfait, c'est bon. Ben, écoute, puis quand le moment que tu as choisi la musicologie, c'était quoi le déclic dans ta tête quand tu t'es dit ben là, tu sais, justement, il y avait la guitare électrique, tu me parlais justement au secondaire, tu as commencé à t'approprier l'instrument. Le moment où tu te dis, ouais, ça va vraiment être plus la musicologie plus que l'interprétation. Alors, c'est une très bonne question. Je dois dire avant que depuis mon école secondaire surtout, moins Mhm. primaire, mais secondaire, il y avait aussi d'autres centres d'intérêt, Oui, entre autres les mathématiques, ok. l'histoire. J'ai toujours Mhm. été passionné d'histoire. Et quand je suis arrivé au cégep, au début, j'étais dans le double deck. Et dans le double deck, j'avais un cours d'histoire de l'Europe. Et là, j'ai vraiment vu aussi la passion pour l'histoire. Et quand j'ai compris que la musicologie, au fond, c'était l'étude de la musique par le prisme de plusieurs sciences, que ça soit l'histoire, l'économie, la psychologie, la sociologie, bien sûr. Là, j'ai compris que je pourrais être très interdisciplinaire, très,
très dans la combinaison d'outils qui viennent de d'autres Oui. sciences pour étudier la musique. Donc, c'est là où le déclic s'est fait. Il s'est fait assez tôt au cégep, en fait, quand j'ai compris, quand j'ai vu mon professeur d'histoire de la musique qui était vraiment passionné, quand j'ai vu ce que je faisais aussi en analyse, j'aimais beaucoup l'analyse. Et quand je suis arrivé ici au baccalauréat, j'ai compris que la musicologie était vraiment pour moi. Jamais j'ai douté que la musicologie était pour moi. D'ailleurs, j'étais déjà au baccalauréat, puis je disais, ah, j'aimerais ça être professeur un jour. Puis il y avait plusieurs de mes collègues qui disaient, voyons, on pense pas à ça, tu pourras jamais l'être, on pourra jamais l'être ni un ni l'autre. C'était comme si on nous présentait ça comme une quête inaccessible. Alors, c'était vraiment la quête inaccessible. Moi, je croyais pas que c'était la quête inaccessible parce que je me disais, ben, on a la chance de vivre en milieu québécois avec un super système d'éducation. Même si on le critique, il reste que les chances d'égalité à l'accès sont importantes. Parce que moi, je n'ai pas précisé, mais je viens d'un milieu très prolétaire, classe moyenne. Donc, il n'y a personne autour de moi dans ma famille qui avait de diplôme universitaire. Personne, là. Ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes oncles, mes tantes. Mais de ma génération, avec mes cousins et cousines, on est quand même, sur 6, on est 3 à avoir fait des études universitaires. C'est ça le progrès social. Ouais. Je tiens à le dire, là, c'est ça, j'en ai bénéficié. Si j'avais été aux États-Unis, je ne suis pas sûr que je serais terminé musicologue. Peut-être, mais ça n'aurait pas été facile par rapport au milieu d'où je venais. Alors que mes parents m'ont toujours encouragé à aller à l'école, m'ont aidé, m'ont supporté, mais le milieu scolaire m'a permis de m'émanciper. Alors, quand que j'étais au bac, puis qu'on me disait, ouais, mais tu sais, c'est inaccessible, tu ne pourras jamais devenir prof, moi, je disais, non, non. Je disais pas, je vais vous faire dire que vous avez tort. C'est pas ça que je disais. Mais je disais, moi, je me concentre là-dessus, j'avance. Puis au pire, je terminerai avec un doctorat, mais je pourrais me repositionner, je vais avoir quand même un doctorat. Donc, j'ai avancé dans les échelons. Mais il y a un certain moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais une place. Et puis aussi, je voyais très bien que j'avais un élément différent de mes autres collègues en musicologie ou des professeurs aussi, c'est que j'intervenais beaucoup dans l'espace public. Comme, si vous voulez, musicologue, Ouais. un peu intello, sans que ça peut paraître prétentieux, là, ça ne l'est pas, là, c'est juste qu'on prend position, donc fait qu'on passe pour intello dans ces moments-là. Ben, Mais à titre d'expert, dans le Ouais. fond, là. oui, à titre d'expert, exactement. Exact. Puis ça me convenait. Oui. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé autour de 2001 avec un premier texte, ou 2000. Là, j'étais jeune, j'avais 22, 23 ans. Après ça, un gros texte que j'ai signé, c'est sur le retour de la chanson engagée en 2004 dans Le Devoir. Après ça, j'en ai signé un autre sur Sartre et les Dixie Chicks. Donc, au moment où les Dixie Chicks avaient décidé de prendre position contre le gouvernement Bush et s'était fait un petit peu... Ton micro, il est ouais, un peu c'est ça. rebelle. On Ouais, va ouais, mon micro est rebelle. C'est Vous ça. m'avez mis un petit peu micro plus. rebelle à mon image, hein, c'est ça? Ah, mais c'est parce que Oh, ce monsieur-là! on le regarde descendre tranquillement depuis tout Il à veut l'heure. s'éloigner tout le C'est temps. ça, il est comme- Il dit arrête de m'attaquer, arrête. C'est ça. C'est ça. Ben là, Donc, je pense qu'on devrait être correct. Je l'ai resserré un peu. Parfait, je te remercie. Donc, voilà, fait que j'avais cet élément-là, ou disons, cette marque de distinction-là dans le milieu de la musicologie. Et parfois, ça m'a été reproché par certains collègues. C'est correct, sans doute parce qu'ils ne voyaient pas la plus-value d'une contribution dans l'espace public. Mais moi, je la voyais parce que pour moi, c'est important. En fait, c'était même pas d'y penser de façon stratégique pour la carrière. C'est juste que c'est ce que je voulais. Je voulais participer au débat. Je voulais amener la musique comme sujet d'étude sur la place publique parce que je trouvais qu'on disait parfois des choses sur la musique qui ne tenaient pas la route ou qu'on tombait dans des lieux communs, genre la musique est un langage universel. Non, mais quelle Ouais, connerie! non, c'est ça. Il suffit juste de s'arrêter au fait, est-ce que la musique peut être un langage universel? La réponse est non. On peut tous écouter de la musique, mais est-ce qu'on en comprend les codes de toutes les cultures? La réponse est non, bien sûr. Donc, la musique n'est pas un langage universel. Dire ça, c'est pas connaître ce qu'est l'objet musique. Donc, moi, j'avais une parole que je voulais défendre dans l'espace public. J'ai décidé de le faire. Et forcément, quand je suis arrivé à l'UQAM, là, il y a eu une ouverture vers la radio. On n'est pas loin de Radio-Canada. On a commencé à m'inviter. Et ça, je remercie beaucoup Catherine Perrin et son équipe avec l'émission Médium Large. Ça m'a vraiment mis un peu sur la carte des débats en musique et tout. Et j'en ai quand même enregistré, je faisais le calcul l'autre jour, j'en ai quand même enregistré 35 C'est segments. pas pire. Donc, c'est quand même pas pire. Puis avec Mike Gauthier, l'animateur, on a échangé ensemble souvent, on a été en duo. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette contribution à l'espace public. Puis elle me définit encore aujourd'hui comme musicologue. Oui. Il y a une contribution, j'interviens souvent dans les médias. Et je dois parfois en refuser tellement. Je reçois en général 2 demandes par semaine d'entrevues ou autres. Et puis là, j'avoue que j'ai mis la pédale un peu sur ces demandes parce que parfois, ça déborde carrément. On me demande de me prononcer sur des sujets qui sont vraiment loin. On m'a demandé, par exemple, à un moment donné, de faire de la critique d'albums récents. Puis ça, je trouvais que je dépassais un peu mon mandat. Je ne suis pas un critique musical. Moi, ma participation, ma contribution à l'espace public, c'est quand je peux éclairer un débat sous l'angle de la musicologie. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, des fois, que j'apporte des concepts dans les débats. Et puis là,
ça peut paraître être un peu compliqué ou des notions qui relèvent de la science, mais je me donne comme objectif de vulgariser au maximum. Ça, pour moi, c'est important. Donc, la musique est aussi un objet qu'on doit respecter, on doit bien en parler, et là, j'avais une contribution. Donc, c'est un élément aussi qui m'a distingué dans ma trajectoire de musicologue. Ok. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que en tant que musicologue, il faut jongler avec plusieurs sciences, plusieurs domaines de recherche. Comment ça s'articule dans tes intérêts? Est-ce que tu vas aller chercher tes formations? Est-ce que tu vas, tu sais, tout à l'heure, on parlait un peu de sociologie, contexte historique et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher dans ta formation pour Tout à mieux fait. comprendre? Tout à fait. La formation de la musicologie à la base est une formation très centrée sur l'histoire. Donc, tous les musicologues qui ont été formés pour la plupart, pas tous, mais en général, on a une formation très historique et on nous apprend dès le départ à aller chercher des outils dans différentes disciplines. C'est sûr qu'en allant dans un doctorat où il y avait une institution qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales, que j'ai nommée tantôt, c'est sûr que là, les outils des sciences sociales étaient vraiment importants, sociologie et autres. Mais dans mon travail, quand j'ai à travailler un sujet, je vais toujours au-delà de la musicologie pour voir ce qui a été publié sur le sujet en sociologie, beaucoup en philosophie. Parce que dans le fond, comme musicologue, mes branches sont vraiment l'histoire, l'esthétique et la sociologie. Je suis vraiment dans ces... Fait que tout ce qui est économie, je touche un peu moins. Tout ce qui est psychologie, c'est vraiment pas mon domaine, je le sais à mes collègues. Ça m'empêche pas que j'aime ça aller voir du côté de la psychologie. Je vais aller chercher parfois dans les neurosciences des outils, je vais être curieux, puis je vais me maintenir à jour dans ce qui se fait comme nouvelle connaissance. Mais moi, où je me sens vraiment plus à l'aise, c'est histoire, esthétique, sociologie et tout ça dans l'intérieur, évidemment, de la musicologie. Alors, pour répondre à la question, oui, je dois beaucoup me nourrir pour voir qu'est-ce qui se développe comme outil dans d'autres disciplines. Par exemple, la sociologie est un cas intéressant parce qu'il y a eu un développement très fort dans les dernières années de la sociomusicologie. Alors, j'ai des collègues musicologues qui sont vraiment spécialistes de terrain. Ils travaillent sur le terrain. J'en ai aussi travaillé, mais je considère que c'est moins une de mes spécialités. J'en fais un peu. Je travaille dans ces eaux-là aussi, mais je reste vraiment plus un musicologue à la base qui se définit à travers un objet qui englobe l'histoire et qui englobe aussi des éléments d'analyse et par extension de sociologie et d'esthétique. Mais voilà, donc ça dépend du positionnement, ça dépend aussi de l'objet. Hein. Un objet peut appeler des outils différents. Par exemple, tout le terrain en musicologie, c'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a des collègues qui font du terrain. Du terrain, ça veut dire que quand ils ont une problématique et puis là, ils doivent faire une enquête de terrain avec les êtres humains. Puis là, ça demande des protocoles éthiques pour la recherche et autres. Et donc ça s'est beaucoup développé. J'en ai fait aussi, j'en fais encore un peu. Mais c'est certain que moi, dans mon cas, l'histoire de la musique reste quand même le champ de recherche où je suis le plus à l'aise. Et là, c'est vraiment le 20e siècle et le 21e siècle. Et ça, je me suis défini à travers un spectre très large en histoire, alors que d'autres vont être vraiment parfois spécialistes d'une seule période. Par exemple, je sais pas moi, certains vont être spécialistes de la période classique. Donc, grosso modo, de 1750 à 1810. D'autres vont 1810, ouais, plus 1800. D'autres vont être plus spécialistes, par exemple, de l'opéra au 19e siècle. Alors, il y a des champs de spécialisation. Parfois, l'objet est très précis, des fois, il est large. Moi, à la base, c'est Stravinsky, les avant-gardes. Et après, j'ai élargi au 20e siècle en incluant autant musique classique et musique populaire. Et ça fait partie aussi de ma spécialisation, de pouvoir voir les croisements de ces deux types de musique-là. Ça, c'est pas tout le monde qui travaille ça, évidemment. Oui, mais c'est ça, justement, tu sais, je trouvais ta perspective vraiment intéressante. C'est rare que, ben c'est rare, ça arrive moins souvent qu'on a la comparaison, justement, pop classique. Puis, je trouvais ça aussi intéressant de la façon que tu l'apportes, parce que tu ne l'apportes pas nécessairement comme une opposition et des choses contraires aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des éléments de comparaison, puis oui, il y a certains contraires qu'on retrouve, mais ta perspective était vraiment intéressante par rapport à ça, tu sais. Tout à fait. Je suis vraiment dans la perspective de la cohabitation, de la rencontre, des croisements. Mais tu as raison. À la base, classique et populaire, pourquoi il a fallu remettre les pendules à l'heure, il a fallu réfléchir à cette question-là, c'est qu'on les a tellement opposés. On les a opposés à travers des notions comme le prestige, l'idée de sérieux en musique, à travers des institutions. Toute la différence entre un conservatoire et une école de musique où on enseigne à des jeunes, etc. Donc, alors que la musique populaire reste une musique par définition qui est écoutée par la majorité, par la masse, ce sont des phénomènes de masse. En musique classique, on a voulu plus s'associer à l'élite et tout. Et il y a un certain moment où, dans mon cas, je voulais montrer cette histoire-là, comment cette histoire-là est importante. Je voulais aussi montrer comment cette opposition-là avait été construite, mais comment
à l'inverse, elle pouvait être déconstruite, et comment aussi il y avait eu des formes de rencontres, comment il y avait beaucoup d'éléments des musiques populaires qui se retrouvaient dans le classique, par exemple des mélodies populaires ou par exemple des influences ou autres, et à l'inverse, comment il y avait certaines œuvres classiques qui étaient devenues populaires, comme le Boléro de Ravel Ouais. ou le thème de l'hymne à la joie de la 9e de Beethoven, comment ils étaient utilisés. Donc, je l'ai montré ces croisements-là. Et enfin, ce qui était aussi le but dans un essai que j'ai écrit qui s'appelle Le classique fait pop, le but c'était aussi de montrer que quand on arrive au 21e siècle, la situation de la musique en contexte numérique faisait en sorte que plusieurs barrières tombaient dans l'accès aux musiques, par exemple sur YouTube. Si sur YouTube vous voulez écouter un opéra, il y a de très bonnes productions. Et là, en plus, vous pouvez cliquer, arrêter, manger, revenir. Oui. Vous avez un contrôle sur. Oui. Vous allez me dire que vous l'aviez aussi avec le disque. J'en conviens. Mais la seule différence, c'est que là, c'est en un clic, c'est instantané. Et surtout, vous n'avez plus les barrières de prestige comme avant. Soit les barrières de prestige quand vous allez au concert où vous devez vous habiller, ou même les barrières de prestige d'aller acheter un DVD d'opéra et de peut-être sentir qu'on va dire ah, toi, tu écoutes l'opéra, Ouais. ou vraiment, tu connais ça, toi, l'opéra. Hmm. Alors que une fois que vous êtes en ligne, vous avez accès à tout. Donc, c'est vraiment une immense bibliothèque musicale. Alors, ça, je trouve ça intéressant aussi. Alors tu as raison de le souligner. Ces oppositions ont existé, mais elles ont fini aussi par tomber à travers une évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation musicale où c'est pléthorique, c'est immense, c'est tellement foisonnant que forcément, de vieilles oppositions finissent par tomber. Il y aura toujours des gens pour les réactiver, pour dire ah, le classique, c'est ci, la pop, c'est mauvais. Puis souvent, vous allez voir que ce sont les mêmes discours, on s'en remet à des adjectifs qu'on oppose, comme par exemple le complexe versus le facile. Ouais. Et ça, c'est tellement faux. C'est faux de dire qu'une musique populaire, elle est facile par essence. C'est pas, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est facile d'accès à l'écoute. Mais derrière, le processus peut être très complexe. Et ça, on n'est pas capable de le nommer parce qu'on s'en tient à une vision binaire des choses, Ouais. où on est en opposition avec des concepts qui sont très simples. Mais la réalité d'un scientifique, et c'est ce que j'ai fait comme musicologue, c'est de nuancer tout ça et puis de montrer que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on perçoit au départ. Oui, mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la simplicité et la catégorisation est réconfortante aussi. Tu sais, Ah ouais. c'est beaucoup plus facile de voir le monde en noir et blanc puis de dire telle C'est un chose beau et telle reflet chose. de la telle chose, société telle chose. en général. C'est un beau Ouais. reflet. Puis surtout à ce moment-ci, on est dans une société où il y a de plus en plus de clivages, il y a de plus en Oui. plus de divisions. Donc, on tombe souvent dans des dichotomies faciles et on oublie que ces dichotomies relèvent souvent d'un binarisme d'instinct, d'un Ouais. binarisme très facile, opposé. Parce que c'est ça aussi en Occident. En Occident, on est les héritiers d'une opposition très forte. Une des premières oppositions très fortes vient de Descartes, du cartésianisme, avec l'opposition entre le corps et l'esprit. Mhm. Alors, la psychologie a fait ça depuis longtemps. Le corps relève de l'esprit, etc. Tout est en connexion. Les autres formes d'opposition, après, sont tellement nombreuses que vous ayez à penser en Occident, tout ce qui est le plaisir versus la spiritualité. Mhm. Après ça, juste dans notre conception du monde aussi, comment on oppose des choses blanc, noir, etc. Donc, on veut tout mettre dans des catégories en opposition. Et ces oppositions-là, bien qu'elles soient intéressantes parce que c'est une première appréhension du monde, elles sont par définition très réductrices parce qu'elles sont toujours dans un rapport d'équivalence où il n'y a pas d'ouverture. Donc, c'est ça le problème avec les formes de binarisme. On tombe rapidement dans une dichotomie. Alors, c'est là où le scientifique a un rôle, un travail à faire, c'est d'ouvrir puis de montrer que c'est beaucoup plus complexe. Là, je me perds un peu dans tout ça. Là, je suis en train de m'éloigner, mais c'est tout simplement pour dire à quel point en classique et populaire, ça a été comme ça. Mhm. Et ça a été une difficulté majeure. Et je pense qu'on en sort et que vraiment, en tout cas, je sens que de plus en plus, les gens sont très ouverts. Et les gens aussi n'ont plus peur de dire à quel point ils sont éclectiques dans leur goût. À quel point leurs goûts sont éclatés, ouverts, etc. Je sens aujourd'hui qu'on n'a plus peur de dire ça. Moi, quand j'étais jeune, dire qu'on aimait la musique classique, c'était tout de suite dire qu'on n'aimait pas les autres musiques. Hein? C'est tout de suite qu'il y avait une forme Ouais. Ouais. mais c'était pas toujours vrai, mais c'est juste l'affirmer. Ouais. C'était un peu comme ça parce qu'on se plaçait dans une situation où j'aime le classique, donc j'aime pas nécessairement les autres musiques. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment ailleurs. En tout cas, je le sens. Je sens que ça c'est vraiment... puis c'est ce que j'appelle aussi le décloisonnement.
ça se décloisonne. Donc, on n'a pas peur de dire que nos goûts, c'est une forme de patchwork, de rencontre vraiment éclectique. Ben, c'est super intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'on peut voir dans ton parcours. Tu sais, tantôt, tu nous parlais de Musique Plus, puis après ça, oups, la formation en guitare classique. Oui. Tu sais, comme, Ah oui, fait tout que à fait. je trouve que tu ramènes ça à la vie, puis que tu sais, ton parcours est vraiment Mon parcours empreint est à de ça, l'image là. de ce que je défends. Oui, Ça, c'est exactement. certain. Parce que je me suis fait reprocher aussi. Ouais. Quand j'étais à l'époque de mes études doctorales et que je travaillais sur Stravinsky, l'élément populaire est chez lui. Hein? Je le rappelle souvent, mais le Sac du printemps, il y a quand même des mélodies qui viennent du folklore, qui ont été empruntées, carrément piquées par Stravinsky. Il les a inclus dans l'œuvre. Il n'est pas le seul à le faire. Je veux dire, quand vous regardez des compositeurs comme Liszt, comme Bartók, Stravinsky, Charles Ives, ils ont puisé aussi dans leur environnement sonore et c'était des formes de musique populaire. Donc, faut vraiment faut pas perdre ça de vue parce que c'est vraiment important. Mais j'en reviens à mon parcours, effectivement. Donc, on me reprochait souvent d'étudier les musiques populaires. On me disait, les musiques populaires, c'est facile à étudier. C'est pas plus facile à étudier. Un des paramètres qui est très important en musique populaire, quand vous travaillez sur la musique populaire, c'est le timbre. Oui. Mais le thème, c'est pas facile d'en parler de thème. C'est une composante très complexe de la musique, le timbre. Comment on parle du thème. Parfois, c'est même plus facile de parler de l'harmonie parce que l'harmonie, il y a des concepts, il y a des mots pour parler d'harmonie. Alors que le thème, souvent, il faut être imaginatif, il faut essayer d'en parler différemment, il faut voir aussi son rôle. Alors, c'est pas vrai que c'est facile de parler de musique populaire. La musique populaire a aussi un niveau de complexité très important. Chaque phénomène humain a son niveau de complexité. Ouais. Donc, c'est pas vrai. Même quand vous entendez une mélodie qui a de l'air à la fois très simple parce que vous pouvez la fredonner, ben dites-vous que pour arriver à cette mélodie-là, il y a peut-être eu des moments très complexes ou, disons, des moments de saisie intellectuelle qui ont fait en sorte que la personne qui a composé la mélodie a dû à un moment donné en arriver à là. Puis des mélodies en existent tellement. Se différencier en mélodie, c'est déjà un processus complexe. Donc, alors, laissons de côté la complexité, simplicité, puis revenons un petit peu à cette idée qu'à la base, on est des mélomanes, on aime la musique. Oui. Et moi, je juge par mes oreilles. Et effectivement, depuis que je suis jeune, donc musique populaire d'abord. La musique classique, ben, c'est le métal qui m'a orienté vers la musique classique. J'étais à l'époque fan de 2 guitaristes qui ont à la base une formation en classique, mais qui ont étudié un peu le classique. Donc, Kirk Hammett de Metallica, il ne faut pas l'oublier. Et Randy Rhoads, le guitariste de Ozzy Osbourne, qui est mort tragiquement en 81 de mémoire d'un accident d'avion. Donc, Randy Rhoads et Kirk Hammett avaient des formations avec des éléments classiques. D'ailleurs, quand vous écoutez Randy Rhoads, il y a un des albums d'Ozzy Osbourne qui s'appelle Blizzard of Oz. Et sur Blizzard of Oz, il y a une petite pièce qui termine, qui est une pièce instrumentale qui s'appelle D. Et sur D, vous entendez la guitare classique de Randy Rhoads. Ça dure environ 1 minute et demie. Et là, vous entendez des patterns de Bach. C'est une de ces pièces qui est composée, mais vous voyez les influences de Bach et tout ça. Alors, forcément, la guitare et le côté virtuose de la guitare métal m'a amené à concevoir une perspective plus large pour ma pratique de la guitare. Et c'est là où ça m'a conduit vers le classique. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à Bach. Mon enseignant en guitare à l'époque m'avait montré certains préludes de Bach. J'ai commencé à jouer du Bach à la guitare classique. Et là, tout un univers s'est ouvert à moi. Et je dois dire aussi qu'il y a eu des moments de prise au cégep pour, si vous voulez, développer mes horizons musicaux. Et je me rappelle entre autres de la découverte de Gustav Mahler. Par exemple, quand j'ai découvert Mahler, sa 6e symphonie, ça a été un choc pour moi. Ça a été vraiment comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Où suis-je? La même chose pour Beethoven, quand j'étais plus adolescent. Il y a eu Beethoven, il y a eu Mahler, il y a eu Debussy. La mère de... Le prélude à l'après-midi d'un fond de Debussy, je pense que la première fois que je l'ai écouté, je l'ai remis une 12aine de fois. Tellement j'étais fasciné. J'étais fasciné par le solo flûte au départ. J'étais fasciné par comment ça se déployait. Après ça, la mer. Et là, tranquillement, je me suis bâti un horizon musical, des références. J'avais mes cours d'histoire ici à l'UQAM. J'ai eu d'excellents enseignants, professeurs en histoire de la musique. Donc, finalement, je me suis monté une propre bibliothèque. Puis, à l'époque aussi, il y avait quelque chose qui était vraiment agréable. On n'est plus du tout dans la même situation, c'est que le vinyle était en perte de vitesse depuis un certain moment. Et tout autour de l'UQAM, il y avait des magasins de musique qui se débarrassaient de leurs vinyles. Et les vinyles se vendaient 1 ou 2 $ ou 3 $. On trouvait de tout en vinyle à 1 ou 2 ou 3 $. C'est incroyable. Donc, je me suis monté une collection, les symphonies de, je sais pas moi, de Brahms, que ce soit Bruckner, puis même des fois en musique contemporaine, je trouvais par exemple des vinyles où il y avait du Boulez. J'achetais ça 1-2 $.
Aujourd'hui, c'est des vinyles qui se vendent 10-15 $ parce que le vinyle est revenu en force. Mais là, moi, je me suis vraiment monté une collection de vinyles que j'ai encore chez nous. Donc, j'ai autour de environ 200 vinyles. J'en ai aussi en rock, j'en ai en clé Mhm. musique. C'est très éclectique à l'image de mes goûts. Mais tout ça pour dire que là, il y a eu comme cette possibilité-là. Alors, dès que j'ai pu embrasser le monde musical de façon plus large, c'est sûr qu'il y avait cet éclectisme des goûts dont on parlait. Alors, c'était là, puis c'est la guitare qui m'a amené à découvrir le classique parce qu'on n'écoutait pas de classique chez nous. Mm. Absolument pas. Par contre, j'ai été exposé à du classique au cinéma, bien sûr, dans les jeux vidéo à l'époque. Mm. J'ai joué à Zelda. Ah ben oui. Qui n'a pas joué à Qui Zelda? n'a pas, Ah, Ou mais- c'est ça. Super Mario? Les chansons de Zelda sont vraiment mémorables. Là, tu sais. ouais. On parlait de mélodies spéciales, justement. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de très accrocheur et de vraiment, justement, mémorable avec celles de Zelda. Ah là. oui, C'est tout à des fait. chansons qui m'habitent encore des années plus Ben, tard. c'est là. comme ça en ce moment j'allais dire qu'on développe le public. C'est peut-être gros comme affirmation, mais disons qu'il y a un attrait en ce moment très important dans la musique orchestrale pour jouer de la musique de jeux vidéo en concert. Et là, vraiment, il y a des fans qui viennent. Ils sont souvent très jeunes. Parfois, il y en a qui viennent habillés comme leur personnage. Parfois, il y en a qui viennent pas habillés, mais juste pour écouter la musique de jeux vidéo. Et la musique de jeux vidéo devient, pour moi, de plus en plus une porte d'entrée vers la musique classique. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve ça important. Et surtout que c'est une musique, en général, elle peut être chantée, mais il y en a aussi beaucoup instrumentale. Ouais. Et donc, forcément, là, il y a un lien qui se crée qui est très fort. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis c'est surtout de la musique qui a été composée d'une manière particulière aussi, surtout dans le début des jeux Oui. vidéo. C'était pas, tu pouvais pas enregistrer un orchestre, là. C'était Non, du, c'était tout à fait. du 8-bit, puis c'était des... Exactement. tout à fait. J'ai des Avec beaucoup petits de sons. répétitions. Ouais. Et beaucoup l'héritage de la musique minimaliste américaine, on l'entend Mhm. un peu comme au cinéma avec Hans Zimmer ou d'autres compositeurs de musique de film, mais on entend ces éléments-là, c'est vraiment intéressant. Et c'est un créneau qui n'a pas fini de prendre l'expansion. Dans le domaine, on appelle ça pour l'instant, là, dans mon domaine, pour l'étude de la musique de jeux vidéo, on appelle ça la ludomusicologie. OK. Donc, ludomusicologie, puis c'est une branche en pleine expansion, puis il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de jeux vidéo, Ben oui. il se compose tellement de musique de jeux vidéo. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est une branche qui est appelée vraiment à prendre de l'expansion dans les prochaines années. Mais justement, tu parlais de décloisonnement tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que c'en est un très bon exemple aussi, là, de mélanger le classique, la musique populaire, les Tout à fait. timbres, les jeux. Des éléments de jazz aussi, parfois, ça Mhm. peut... Oui, tout à fait. Oui, parce que, par essence, cette musique-là doit accompagner l'image, doit être attractive pour retenir l'attention, mais elle n'est pas limitée à un genre. Ouais. À moins que ça soit une commande, évidemment, à moins que les créateurs disent, ben là, on aimerait vraiment que tu reproduises tel univers, que tu imites, par exemple, la musique, je sais pas moi, de Bach, plus baroque, parce qu'on veut avoir telle chose. Ça peut arriver, là, je veux dire, il peut y avoir des orientations très claires, mais quand on donne le champ libre à un compositeur pour accompagner l'image, son imagination fait en sorte qu'il peut aller dans divers mondes musicaux. Donc, forcément, il y a une forme d'éclectisme qui se crée. Et un peu comme au cinéma, hein, quand on écoute du Kubrick et puis, je sais pas moi, on est dans The Shining, puis on a des extraits de Penderecki ou de Ligeti, des compositeurs de musique contemporaine, mais qu'à côté, après, on peut avoir un extrait de musique plus composée directement pour le film, où on peut avoir d'autres éléments, où on va avoir, par exemple, de la musique populaire, mais elle va être diégétique. Ça veut dire qu'elle va être directement dans le film parce qu'ils sont dans une salle puis il y a une radio qui projette de la musique. Ça, c'est quand on appelle diégétique, c'est parce que c'est directement dans le médium. Alors, il peut avoir ça aussi. Donc, ça c'est intéressant. Alors, le cinéma montrait aussi déjà une forme d'éclectisme. Alors, quand on regarde notre relation au cinéma, on ne s'arrête pas d'écouter un film parce qu'on se dit, ah, là, il y a de la musique classique, j'aime pas la musique classique. C'est pas comme ça que ça Ben fonctionne. non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Exactement, on écoute le film, puis on suit, puis donc il y a tout ça. Alors aujourd'hui, avec tous les Netflix, avec les Amazon Prime et tout, c'est certain qu'on est dans un univers aussi où le son est beaucoup, beaucoup en lien avec l'image. Oui. Donc forcément, ça aussi, ça ouvre les horizons, il ne faut Ouais. pas l'oublier. Tantôt, j'ai parlé du numérique, mais nos relations plateformes aussi ouvrent beaucoup les horizons musicaux. C'est bien. Ouais. Ben, justement, par rapport à ça, justement, dans le cours de Vanessa que tu donnais, que tu as donné ben, c'est Musique et des Oui, sociétés. musique Oui. des sociétés 1 et 2. Oui. Alors, je l'ai donné pendant plusieurs années. Oui. Après, je suis devenu directeur, j'ai donné encore une année. Vanessa est arrivée au département donc en juin 2022. Et puis, juste avant qu'elle arrive, j'avais donné celui de l'hiver. Pas celui de l'automne, mais Ouais. celui de l'hiver. Et David était là avec Michael et d'autres. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi Florent. Oui, effectivement. Oui, Ouais, c'est ça. effectivement, et d'autres.
C'est ça. Puis justement, dans ce cours-là, on doit faire un projet de recherche à la fin. Puis justement, moi, j'ai écouté une série qui s'appelle Bridgerton sur Netflix, Oui, puis qui utilise des chansons populaires, puis qui les interprète en quintette, en quartet, oui, classique. tout à Puis fait. Ça, justement, c'est ça me fait intéressant. penser un peu à ce que tu viens juste de dire, justement, utiliser justement des mouvements populaires, mais qui s'illustrent que tu as l'impression que tu sais, c'est comme un grand bal avec des reines et des rois qui dansent, mais c'est comme du Billie Eilish qui est super actuel, mais t'as l'impression que tu te portes, l'image te laisse porter, l'histoire te laisse Hmm, porter dans la musique, très mais on est intéressant. capable de bouger ça Ah oui. pour faire en sorte de modifier la chanson par rapport à qu'est-ce qu'elle doit dégager à ce moment-là Hmm. ou l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Fait que je trouve que ça Ah faisait oui, ça, c'est un un- très beau lien. Oui, C'est un très beau lien. Moi, j'aime beaucoup les séries où la musique également est travaillée de différentes façons. Bon, il y a une série évidemment sur Amazon Prime, vous l'avez peut-être déjà écouté, c'est Mozart in the Jungle. Mozart in the Jungle, c'est sur un orchestre oui. à New York et vraiment ce qui se passe dans l'orchestre et tout. Et là, on rentre vraiment dans le répertoire, les difficultés, par exemple, de la cinquième de Mahler, les difficultés de telle œuvre et tout ça. Mais en même temps, c'est fait sous forme de sitcom avec un chef d'orchestre un peu inspiré de Gustavo Dudamel, qui débarque, qui vient d'Amérique du Sud et puis qui débarque avec sa façon de concevoir la musique et tout ça. C'est vraiment bon, je recommande Mozart in the Jungle. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que la série est bien faite. Et puis, il y a des petits tournants des fois kitsch, un petit peu, mais c'est normal. Je veux dire, toute série a ses petits tournants kitsch et tout. Mais j'allais dire aussi que j'aime beaucoup les séries où on exploite la musique de façon intelligente et en lien avec, disons, le contenu, en lien Mhm. avec la narration. Un exemple que j'ai en tête, c'est Mad Men. Quand, Hmm. quand la série Mad Men est passée, une des forces de Mad Men, je trouvais, outre le fait de dépeindre les années 60 de façon aussi intelligente à travers l'arrivée de la publicité, toute la société de consommation qui se développe, le capitalisme et autres, c'est qu'à la fin de chaque épisode de Mad Men, il y avait une chanson qui était d'époque et qui voulait le reflet des valeurs à ce moment-là qui avaient été traitées dans l'épisode. Et ça, je trouve ça fort parce que là, ça demande une attention particulière à qu'est-ce qu'on va choisir comme contenu, comment qu'on le défend, Ouais. comment qu'on le présente. Il y a eu déjà aussi ça au Québec dans certaines séries. Donc, alors ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on arrive à bien introduire la musique. Et là, il y a une démarche qui m'interpelle parce que la musique prend une signification particulière. Et là, je trouve ça très fort. Alors, on voit comment, même si on est dans un monde où le visuel prend beaucoup de place, avec les plateformes dont on vient de parler, le contenu musical reste fondamental et souvent, ça peut être une prise très forte, comme tu viens de l'expliquer dans le cas que tu as évoqué. Donc, Ouais. alors moi, ça, je trouve ça vraiment, ça m'interpelle, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est une force. Ah ben, justement, je pensais, parce que tu as parlé de Billie Eilish, mais je Ouais. pensais par exemple à Black Mirror. Oui. Black Mirror, l'épisode avec Miley Oui. Cyrus, c'est quand même quelque Qui chose. illustre un peu qu'est-ce qui Oui, s'est passé dans sa ex- vie réellement. exactement. Ça, je trouvais ça très intéressant. Cet épisode-là m'a marqué avec Miley Cyrus. Dès que l'épisode commence, j'ai dit, mon Dieu, elle ressemble donc même à Miley Cyrus. Là, ma conjointe a dit, ouais. Elle dit, C'est pas mal elle, là. Là, je m'en vais Là, je dis, ah oui, c'est vraiment elle. Ouais. Puis, il y avait comme une mise en abîme Oui. parce que l'épisode s'inspire un peu de sa vie et tout. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, ça vient me chercher. Puis, c'est pas pour rien en ce moment que les films où il y a basé sur un chanteur ou une chanteuse comme sur Beyoncé, Taylor Swift ou d'autres, on la cote. Ça va se poursuivre. Là. Il y a vraiment un créneau qui va être exploité par l'industrie de la musique dans les prochaines années. Attendez-vous à ce qu'on en ait de plus en plus. Il y en avait beaucoup dans l'histoire, mais là, ça revient de Oui. façon importante en ce moment. Puis ça permet de garder le lien avec les fans. Mhm. Ça permet de souder la communauté de fans parce que là, les billets coûtent tellement cher pour aller voir ces artistes-là. Exact. Puis ils peuvent pas aller partout. On le voit avec Taylor Swift qui ne vient Ouais. pas à Montréal. Donc là, avec les plateformes, ça crée un lien plus fort. Ah ouais, puis tu le vois sur TikTok, là, les fans qui vont au cinéma, puis Oui, parce que là, ça rentre au cinéma en Ouais. premier. Après ça va arriver sur les plateformes. Donc, il va y Exact. avoir vraiment un continuum. On réinvente rien. Hein. C'était déjà là à l'époque du rock'n'roll, Ouais. à l'époque avec Elvis, avec les Beatles aussi, pendant le plus fort de la Beatlemania, là, autour de 64-65. Mais là, ça revient de façon magistrale, je pense, parce que justement, ça répond à un besoin. Et en plus, ça permet de pérenniser le concert. Le concert devient Mhm. un objet hein, comme il l'avait parfois sur DVD. Oui. Mais là, il reste sur la plateforme, donc on peut le réécouter. Alors, ça devient un objet de consommation à part entière et ça permet à l'artiste d'avoir plus de contrôle aussi sur sa tournée. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, attendez-vous à ce qu'il y en ait beaucoup plus dans les prochaines années.
Ben, ça vient pallier aussi le revenu manquant des Oui, ventes c'est ça. Oui, d'albums. ah puis- oui, carrément. Bon, on se plaindra pas pour Taylor Swift. Non, Non, ça, c'est sûr. effectivement. C'est pas la plus à C'est plaindre. ça, puis Beyoncé et tout, quand on regarde sur Spotify, même, c'est tellement Ah ouais. impressionnant les écoutes, mais oui, effectivement, ça va venir pour certains compenser certaines choses. En tout cas, ce qui peut être bon, c'est si l'industrie, les maisons de disques qui sont derrière, ramassent assez de revenus, après ça, ça permet de prendre des risques avec de nouveaux artistes. Exact. Parce que c'était Ouais. ça, c'était comme ça que c'était fait dans les compagnies de disques autrefois. Puis là, il y aura peut-être plus une prise de risque vu qu'il y a plus de revenus qui reviennent dans certaines compagnies de disques en ce moment comme Sony. Mais bon, espérons-le. Après ça, c'est les actionnaires qui vont peut-être être privilégiés et autres, mais on espère qu'il y aura une prise de risque parce qu'on n'a pas le talent comme ça, hein, en pensant que ce sera juste des talents spontanés qui vont sortir de Bandcamp ou autre. Oui. Il y en a, mais les compagnies de disques doivent prendre aussi des risques, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire de la musique, pour essayer de mettre un nouvel artiste sur la map. Mhm. Et des fois, ça peut être le prochain Nirvana, comme il est arrivé C'est avec ça. Nevermind. Donc, il faut jamais sous-estimer le pouvoir qu'un phénomène musical prenne plus d'ampleur que ce qui était prévu au départ. Je voulais peut-être nous ramener au Oui. département de musique. Bien sûr, oui. Parce On est que- allé loin, mais On c'était est allé super loin. pertinent. Fait que je te laissais y aller. C'était Non, tellement. mais écoutez, moi, je oui, réponds oui, aux c'est ça. questions et je parle. euh, à quel... Comment tu trouves que justement ton rôle en tant que musicologue vient en adéquation avec ton rôle de directeur au département? Comment ça Ah, vient... mon Dieu, la question. Ah oui. Oui, comment ça vient justement, j'ai envie de dire teinter, mais c'est pas vraiment ça, mais dans ta manière justement de diriger, c'est même pas des bons mots, là, mais ouais. Comment ça influence ton Ouais, approche, ouais. tes Ma méprise de intentions? Oui, décision, ouais, exactement, tes etc. prises de décision par le fait même que tu sois musicologue, puis que justement, Ben, tu fais de la recherche, ainsi de suite. ben, il faut faire attention. Donc, Oui. c'est certain que les deux fonctions sont séparées à la Oui, base. Hein. c'est ça. Je suis devenu musicologue, pas pour devenir Ben directeur, non, c'est ça. mais évidemment pour être professeur d'université. Après, à l'UQAM, quand on accepte d'être à l'UQAM comme prof, il faut toujours s'attendre à devenir directeur ou directrice un jour. Ça fait partie de nos possibles mandats, surtout dans les petits départements où on est peu nombreux. Ça fait partie de cette réalité. Moi, je dois dire que ce que j'embrassais au plus fort avant de devenir directeur, et c'est pour ça que je suis devenu directeur, c'est la carrière de professeur. Mhm. Musicologue, prof, fait en sorte que le prof se dit, ben, il y a différentes composantes dans ma tâche. Les profs à l'UQAM ont 3 composantes, on le rappelle tout le temps, là, Oui. c'est une marotte chez les profs. Oui. là. Donc, on doit enseigner, on doit faire de la recherche et on doit faire des tâches administratives, ce qu'on appelle les services à collectivité. Donc, moi, c'est très clair que si j'arrivais dans un département, j'étais pour m'investir. Oui. J'étais pas, je suis pas le genre à me tenir en retrait et à Non, dire, oh, vraiment je vais en pas. faire le moins possible et tout ça. Je suis genre à m'investir, je vais à fond et puis je suis là aussi pour être dans le changement, pour apporter des Mhm. choses et tout ça. Puis c'est comme ça que je le concevais. Ce que j'avais pas anticipé, par contre, c'est que j'étais pour être directeur seulement après 6 ans à l'UQAM. Mm. Ça, j'avais pas anticipé ça. Je m'attendais à être directeur plus après 20 ans, 25 ans, mieux connaître la machine. Mais il s'est trouvé une situation particulière. Donc, ma collègue qui a été directrice avant moi, donc Isabelle, avait droit à sa sabbatique. Ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas prise. En fait, elle n'avait pas pris cette sabbatique depuis qu'elle était arrivée à l'UQAM. Donc, elle avait accumulé plusieurs années. Là, c'était le moment de la prendre. Ça ne voulait pas être pénalisé. C'était parfait. La pandémie venait d'arriver. Et là, je me suis trouvé dans une situation où tout le monde m'a regardé. Peut-être parce que j'assumais déjà un certain leadership ou Mm. peut-être qu'on m'a vu comme possible directeur, ce qui m'a flatté, mais qui m'a en même temps fait peur. C'est Oui, normal, hein, ouais, on se ben lance dans oui. l'inconnu. Mhm. Mais comme dans chaque fonction, on apprend au jour le jour et on n'est pas directeur, on le devient. Comme on Oui. n'est pas professeur, on le devient. On n'est pas musicologue, Exact. on le devient. Donc, il n'y a rien d'inaccessible dans la vie quand on est prêt à faire les sacrifices nécessaires, à se mettre à travailler. Et là, à un moment donné, on développe des réflexes et on finit par faire le travail. Donc, je suis devenu directeur en pleine pandémie. Ça a été quand même tout un défi. Oui. Et surtout que là, j'étais directeur en pandémie. Je préparais un colloque sur Stravinsky qui avait lieu l'année suivante, un colloque où on attendait 30 chercheurs. Finalement, on l'a fait en ligne, mais c'était quand même un gros travail. Je publiais un livre, mon premier essai. Donc, il y avait beaucoup, là, l'année 2020, 2021, 2022, là, ça bougeait pas à peu près. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses en même temps, mais ça s'est bien fait. Et je pense que la musicologie m'avait préparé pour être directeur par rapport à tout ce qui est compréhension.
du fonctionnement des institutions parce que dans le développement de la musique classique, on s'intéresse beaucoup aussi aux institutions. Oui. Donc, je savais comment les institutions fonctionnaient. Peut-être aussi du côté de l'écriture. Un musicologue écrit beaucoup. Ouais. Un directeur doit aussi beaucoup répondre à des courriels. Oui, Donc, écrire rapidement, avoir des réflexes Oui. d'écriture, avoir les formulations et tout, ça l'aide avoir les bonnes beaucoup. réponses aussi. Avoir les bonnes réponses, oui. Ben, ça, c'est une capacité de jugement. Oui. Et puis le jugement, encore une fois, ça se développe. On Oui. voit comment... Puis, je veux dire, il y a quand même une réalité départementale. Comme j'ai dit, j'avais étudié ici au baccalauréat. Je connaissais déjà bien le département. Je suis arrivé comme chargé de cours. Après ça, j'étais prof. Donc, j'ai participé à plusieurs instances. Donc, je connaissais bien le département. Alors, ça m'a permis de bien me préparer pour être directeur. J'ai fait un premier mandat comme directeur de 2020 au 31 mai qui vient de se terminer en Oui. 2023. Là, j'ai renouvelé mon mandat. Et je l'ai renouvelé parce que je sentais que ça allait bien. Oui. Je sens que j'ai une équipe derrière moi qui m'accompagne et tout. Mhm. Il y a des défis. C'est pas toujours facile. Il y a des journées où je sors découragé. Il y a d'autres journées où je sors tellement heureux. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de poste en gouvernance ou de poste de direction sans des hauts et des bas. Mm. Ça en fait partie. Puis, on a des défis comme toutes les autres institutions. On va les relever, mais ce sont des grands défis à l'heure où les effectifs étudiants baissent partout dans Ouais. les facultés d'art ou de musique. C'est pas Ouais. évident. Tout le monde fait face à ces défis-là, mais on est prêt à se relever les manches puis à trouver des solutions. Donc, voilà, je pense que ma carrière de musicologue m'avait aussi préparé. Puis, en musicologie aussi, peut-être un des éléments importants, c'est qu'on fait des demandes de subventions. Mhm. J'avais fait beaucoup de demandes de bourse, donc j'étais habitué avec des aspects un peu plus, pas administratifs. Ben, protocolaire. Protocolaire, oui, Ouais. avec une composante un peu administrative. Donc, ça aussi, ça m'avait préparé, je pense. Et j'ai été très confronté à ça aussi pendant mon premier mandat, puis là encore aujourd'hui. Donc, effectivement, on doit beaucoup répondre à ça. Et puis, peut-être la seule chose que j'avais moins mesurée, c'est à quel point on doit éteindre des feux au quotidien. Ah, ça, c'est Ça, sûr, ça hein. fait- ben, je m'en doutais. Mais je ne l'avais pas mesuré à ce Ouais. point-là. Mhm. Hein? Donc, Vraiment. puis souvent, les courriels qui arrivent aussi le soir, Ouais. courriels d'étudiants qui Ah. ont des revendications. On se Et c'est demande, très bien. Non, mais c'est très bien, il le faut aussi. Puis on est un espace à l'UQAM de discussion, de Ouais. dialogue. Il ne faut pas l'oublier. J'allais dire un espace démocratique. C'est pas tant une question de démocratie que de dialogue. Oui. De Ouais. dialogue. On travaille en communauté, puis ça, c'est important. Les étudiants ont une voix en comité de programme. On vous écoute, Oui. etc. Donc, c'est vraiment important. Alors ça, pour moi, ça me tient à cœur aussi. J'ai Ouais. été étudiant, j'ai déjà été à votre place, Oui. je sais c'est quoi. Et là, maintenant, je suis dans la place du directeur et je trouve ça important aussi d'écouter et puis d'essayer de trouver des solutions. On peut trouver des solutions. Des Ouais. fois, c'est pas possible. Et puis, on pense qu'on a aussi beaucoup de pouvoir, mais dans les unités, c'est quand même restreint. Oui. On est sur le plancher, c'est nous la première ligne, mais il y a quand même des décisions qui se prennent au niveau facultaire, au niveau institutionnel. Puis des fois, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et puis, c'est plate, mais des fois, il faut l'expliquer. Puis là, tout le monde doit accepter la situation et ça fait partie de la donne. Donc, alors, on est dans des institutions assez complexes aussi, il ne faut pas l'oublier. Je tiens quand même à souligner quand même que tu fais un travail quand même assez remarquable. Quand on va vers toi avec une problématique ou avec une question, c'est tout le temps réfléchi, c'est tout le temps dans l'ouverture, t'essayes vraiment, ça se voit que tu veux le bien. Mais pour de vrai. Je te remercie. Mais c'est très vrai, apprécié. pour le vrai, puis je le C'est dirais pas pas si je le pensais pas. Mm. Ça se voit vraiment. On t'envoie un courriel ou on va te voir en personne avec que ça soit une problématique ou peu importe, puis ça se voit vraiment que ça te tient à cœur, puis tu nous tiens au courant, puis tu nous tends des perches aussi des fois, que ce soit des projets ou que ce soit des initiatives, que tu penses qu'on serait les bonnes personnes pour le faire. Puis je parle pas juste de moi, je parle de l'ensemble du département. Dès que tu vois un potentiel qui peut être collaboratif ou qui peut être main dans la main entre différents, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec les chargés de cours, que ce soit avec les étudiants, ça se voit qu'il y a ça. Merci en toi. beaucoup. Mon Dieu, ça me fait Puis, plaisir. Il fallait que je vienne au podcast. Ah oui, ah! Ça me fait J'aurais pu beaucoup te le plaisir. dire Ben, en dehors du podcast, mais moi, c'est comme ça que je consomme mon rôle. Oui. Ce que tu viens de décrire, puis c'est pas toujours évident. Puis des fois, on lance pas les bonnes perches non plus. Oui. Des fois, on en lance. Des fois, ça fonctionne moins. Mais c'est comme ça qu'on travaille en communauté. Puis il faut pas oublier qu'un département existe parce qu'il y a des étudiants. Oui. Ouais. Hein? Il existe parce qu'il y a des profs, il y a des étudiants, il y a du personnel
administratif. Donc, tout cet ensemble-là repose sur la collaboration de chacun, chacune. C'est important. Donc, oui, j'y tiens beaucoup à ces formes de collaboration, à comment vous écoutez tout ça. Et je sais qu'on a toujours des épreuves à travers lesquelles on passe. Hein. Il y a jamais... La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas ça, la vie. Donc, dans un département aussi, parfois, il y a telle épreuve, telle autre. Donc, à chaque fois que vous êtes débarqué à mon bureau pour me parler, ça a été vraiment des périodes aussi que j'ai appris des choses par rapport à tel... Et puis ça, on veut le savoir et puis on veut intervenir au bon moment et tout. Donc, je dois dire que si moi, j'ai écouté, vous aussi, vous êtes venu vers moi, vous avez parlé, puis vous m'avez écouté aussi. Donc, ça se construit à deux. C'est comme dans un couple. Tu sais, quand nous, on arrive avec une situation, puis là, on va se parler, justement, juste pour mettre en contexte, moi puis David, on fait partie de l'association étudiante. Je suis président cette année, vice-président. Il a déjà été président l'année dernière. Mais justement, par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas mentionné dans ton parcours aussi pendant le bac à lauréat. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je veux pas révéler des secrets. Intrigue. Oui. Ben, j'ai été président aussi de l'Association étudiante de musique. De mémoire, c'est 2000 et 2001. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est dans ce coin-là. C'est dans ce coin-là. Je pense que c'est ma dernière année de bac. En fait, à ma première année de bac, j'ai commencé à être près un peu de l'asso étudiante. Je pense avoir participé à certaines choses. La deuxième année... est-ce que j'étais déjà président la deuxième année? Il me semble que non. Puis la troisième année, j'ai été président. Il me semble que c'est ça un peu la trajectoire. Oui, tout à fait. Donc, ça m'a tenu à cœur à l'époque où j'étais étudiant. J'étais aussi représentant au comité de programme. Donc, j'ai participé aux instances auxquelles vous participez à ce moment-ci. Alors, ça a été très formateur. Moi, je vous le dis, quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu un coup de foudre pour l'université. Le cégep, j'ai aimé, mais... Il y avait des choses au cégep que je ne me suis pas senti autant appartenant. J'ai moins senti, je cherche le mot, le sentiment d'appartenance. Il était moins fort au cégep. Au secondaire, il a quand même été assez fort. Au cégep, moins. Quand je suis arrivé à l'UQAM, je ne sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour l'UQAM. Dès le départ, premièrement, on est tellement centre-ville, on est au cœur de tout. Je veux dire, puis notre pavillon, il est beau. Ça paraît qu'il a été construit dans les années 90. Il est beau, là. On n'aimera pas d'autres universités, mais d'autres universités qui ont hâte que leur pavillon soit rénové avec raison, parce que c'est dommage, on tarde dans le système québécois à rénover nos institutions. Donc, c'est un autre débat, mais ici, quand je suis arrivé, j'ai eu un coup de foudre pour le département. Donc, tout ça pour dire que quand je suis devenu aussi directeur, ça m'a préparé aussi à ces choses-là. Mais à l'époque, oui, j'ai été, effectivement, là, je reviens à ta question, je ne vais pas perdre le fil, mais effectivement, j'ai été président de l'association étudiante. J'ai beaucoup aimé ça, m'impliquer. J'ai beaucoup aimé à cette période-là. On a eu quelques grèves. On est à l'UQAM. Donc, on a eu quelques grèves qui ont... Non, mais une entre autres qui a été marquante, il manquait les universités étaient malheureusement, encore comme aujourd'hui, sous-financées. Et il y avait une grande grève en février 2000 auquel j'avais participé de manière très active. Cette grève-là avait duré 3 semaines. C'était à l'époque Lucien Bouchard qui était notre premier ministre au Québec. Et ça s'était conclu par un sommet sur l'éducation où il avait annoncé un réinvestissement en éducation d'1 milliard. C'était quand même pas rien à l'époque, 1 milliard. Et ça s'était fait ressentir dans toutes les structures de l'UQAM et des autres universités. C'était vraiment une bonne chose. Le gouvernement avait vraiment... C'était pas comme dans la crise de 2012 où il y a eu la crise étudiante avec le printemps étudiant, parce que le printemps érable, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement s'entêtait à dire non. Puis c'est ça qui a dégénéré. Si le gouvernement avait cédé dès le départ, ça n'aurait pas été jusqu'à ce point-là. Le gouvernement aurait vraiment fait une erreur en 2012. Moi, je considère qu'il est responsable vraiment de comment les choses ont terminé mal. Alors qu'en 2000, quand on avait fait la grève, le gouvernement nous avait écoutés, avait réinvesti 1 milliard. Tout ça s'est arrêté après. Fait qu'on était vraiment contents parce qu'on avait vraiment plus de ressources dans les différentes unités. Ça s'était fait sentir rapidement. Donc, j'ai été président de l'association étudiante. J'ai beaucoup aimé ce rôle. Puis après ça, aussi à l'Université de Montréal, aussi, je me suis impliqué quand je suis arrivé à l'Université de Montréal avec d'autres collègues de l'époque. On avait relancé une association qui s'appelait le Cercle de musicologie. Et là, le Cercle de musicologie, j'ai également été de mémoire président. Il me semble que oui. Et puis, on avait un espèce de groupe courriel où on animait des discussions. Puis c'est souvent moi qui lançais les sujets. J'ai fait ça, je pense, pendant 1 an. Et donc, fait que je me suis impliqué quand j'étais étudiant dans les institutions. Pour moi, c'était très important. Ça faisait partie aussi d'une vie étudiante active, d'une vie étudiante où c'est agréable. Il ne faut pas oublier que c'est des grands moments qu'on passe à l'université quand on vient pour recevoir une formation. C'est vraiment formateur. Puis c'est pour ça que je suis resté accroché à l'université. J'ai décidé d'en faire une carrière. J'ai décidé que c'était un beau milieu de vie pour moi. Je me verrais pas ailleurs que dans une carrière de professeur à l'université, vraiment avec les 3 composantes de la tâche. Puis justement, là, tu as été étudiant à l'UQAM.
là, tu es directeur du département et musicologue avant tout. Faut pas l'oublier. Avant tout. C'est quoi les principales différences entre quand tu étais étudiant puis maintenant que tu occupes un poste Je vois de tous les professeur? enjeux, évidemment, tout Ouais. ce qui est administratif, autre. Je suis Ouais. confronté à la bureaucratie, Ouais. forcément. Juste la lecture des conventions collectives, c'est Ouais. pas évident, là. Hein? Ah ouais. Conventions et collectives, quand vous allez être enseignant primaire ou secondaire, vous allez voir qu'il y a beaucoup Ah ouais, je d'enjeux. sors de ça, moi. J'ai été 3 mois en grève. Je travaille au Casino de Montréal. Puis Ah oui? 3 mois de grève. Là, on vient de signer une convention collective. Donc, C'est complexe, hein? je suis dedans, Tous les là. niveaux de Ah. compréhension et tout. Donc, c'est ça, c'est pratiquement de l'herméneutique. Il faut Ah. interpréter T'es un des moine, textes. là. Là. Ah. Ah oui, exactement. Donc, c'est très demandant. Donc, c'est sûr qu'être directeur aujourd'hui, je vois tous les enjeux. Je vois aussi tout le chemin que j'ai parcouru. Je vois les étapes à travers lesquelles je suis passé. Et être directeur aussi, c'est de pouvoir avoir une influence sur les prises de décision départementales. Donc, forcément, là, on travaille, par exemple, à la création d'une maîtrise en musique. C'est pas un secret pour personne. Ça fait longtemps qu'on la veut. Donc, là, on avance. Et puis là, j'essaie de voir comment on peut décider telle chose pour la maîtrise et telle autre. C'est évidemment en collaboration avec les collègues, mais on essaie de faire avancer les choses. Donc, des fois, on voudrait que ça avance plus vite. Comme pour la maîtrise, justement, je voudrais mettre plus de temps. Et là, je manque un peu de temps parce qu'il y a le quotidien. Mais je dirais que c'est ça. Je dirais que quand j'étais étudiant, j'étais très engagé. J'avais des idéaux. Je les ai toujours, mais aujourd'hui, je dois les mettre en contexte d'un travail plus d'administrateur dans un département avec les réalités de ce qu'on peut faire ou pas faire. Comme par exemple, en ce moment, on voudrait ouvrir parfois plus de cours, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez d'étudiants. Donc, toutes ces réalités comptables-là viennent aujourd'hui me rattraper alors que je voudrais faire telle chose, telle autre. Donc, mais je reste quand même avec mon petit côté où je pense qu'on peut changer les choses, on essaie d'avancer dans certaines prises de décision, on essaie de faire mieux. Et des fois, on y arrive, je pense. Et des fois, c'est plus difficile. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pas comparable parce que quand tu es étudiant, tu es en formation. Ouais. Donc, tu n'as pas idée à quel point, après ça va être différent, ce dans quoi tu vas travailler et tout. Et pourtant, j'avais aujourd'hui un collègue qui, à l'époque, me le rappelait souvent, c'était Claude Dauphin. Je pense que quand j'étais étudiant, il était vice-doyen. Il était à la place de où est Vincent Bouchard en ce moment. Donc, vice-doyen aux études de la Faculté des arts. Et lui me rappelait à quel point c'était plus compliqué que des fois que je le pensais. Et il avait tout à fait raison. Mais ça ne m'a pas empêché à l'époque d'avoir, par exemple, une soirée où on a fait la grève au département de musique ou des choses comme ça. Donc, on a eu des moments quand même assez exaltants. J'ai un de mes amis dans le milieu scolaire qui enseigne au secondaire près d'ici. Il s'appelle Maxime Gaudreau. Et Maxime Gaudreau, il est batteur à la base. Et Maxime me rappelle toujours les moments où on a eu beaucoup de plaisir au département, où on a fait des parties, où on a vécu telle chose et telle autre. Puis c'est vrai, c'était des beaux moments. Ça nous a marqué. C'est ça aussi, être étudiant. Ben oui, c'est ça aussi, être étudiant. Ouais. C'est ce qui fait qu'on se rappelle nos études avec parfois un petit peu de nostalgie, mais qu'on se dit aussi, j'ai été bien formé, j'ai vécu telle chose et telle autre. Ça a été des belles années. Moi, ça a été vraiment des belles années de 98 à 2001. Là, quand j'y repense, là, ça a été vraiment des moments très effervescents. C'est le mot effervescent ce qui me vient en tête. Là, vraiment, là, c'était comme si ces années-là avaient passé là, en un claquement de pouce là, ou de main. C'était vraiment rapide. Là, donc, voilà. Fait que, voilà. Je peux pas comparer les deux, tu comprends, parce que c'est vraiment... c'est pas la même chose. Là. Je me retrouve dans un poste de direction où je dois répondre de décisions à prendre au quotidien. Ouais. Mais c'est sûr que le fait d'avoir été, par contre, étudiant et président de l'ASSO, aujourd'hui, ça m'aide à comprendre les enjeux que vous vivez. Donc, j'ai une sensibilité par rapport à ça. J'arrive pas de manière un peu comme un technocrate en disant c'est ça. Je vous écoute et je compatis avec vous quand il y a des difficultés, mais qu'on peut rien faire. Et de l'autre côté, j'essaie de voir comment on peut améliorer les situations et voir comment on peut avancer ensemble. Donc, voilà. Mais justement, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui fait que le département de musique... Je reviens... Il y a un lien, mais je reviens aussi avec qu'est-ce qu'on mentionnait tout à l'heure, tu sais, par rapport à l'ouverture des gens, puis l'écoute, puis la réceptivité quand on va te voir avec un problème. Je trouve que c'est quelque chose que le département de musique de l'UQAM, c'est un élément qui fait qu'il se démarque. Puis, tu sais, on parlait beaucoup de ton ouverture, mais il y a l'ouverture des autres professeurs, l'ouverture des chargés de cours. Question d'équipe, encore une fois. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est vraiment
vraiment un point fort du département de musique de l'UQAM, puis que c'est qui, avec ça, il se démarque beaucoup de l'expérience universitaire que beaucoup d'étudiants peuvent avoir. Tu sais, c'est sûr que là, je compare avec d'autres départements qui sont pas nécessairement en or, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup de commentaires que les gens étaient fermés, qu'il n'y avait pas nécessairement de solution, qu'il n'y avait pas de discussion. Fait que je trouve que c'est vraiment un point fort de Mais l'UQAM. c'est un état d'esprit aussi. Hein? Ouais. Quand on veut travailler à des solutions puis qu'on y va avec un esprit d'ouverture, on se met en mode solution puis on travaille ensemble, on écoute et puis on dialogue. Alors ça, je pense que c'est une chose. Puis vous savez, vous le savez, les programmes ne sont pas parfaits puis celui de musique n'est pas parfait non plus. Hein? On revient souvent sur certaines difficultés, par exemple, dans le programme d'enseignement, sur d'autres difficultés dans le programme, évidemment, en pratique artistique. Donc, ça fait partie de notre réalité. Mais après, on est là pour travailler puis quand on se met en mode solution, ben, on se met en mode écoute aussi. Puis c'est une disposition d'esprit pour moi. C'est vraiment une disposition d'esprit. Je le vois quand les gens sont tout de suite fermés. Ouais. Tout de suite, ils sont fermés parce que des fois, ils ne veulent pas faire la tâche, parce que des fois, ils sont sûrs d'avoir raison, alors que partir de l'idée qu'on a raison dans tout, c'est certainement pas ça qui va nourrir le dialogue non. puis qui va permettre d'avancer et tout. Donc, Ouais. quand on se conçoit plus comme une communauté, Ouais. une communauté où, évidemment, chacun a son rôle. Je ne suis pas étudiant, vous n'êtes pas le directeur, mais en contrepartie, on peut dialoguer pour trouver des solutions. Là, c'est là où on arrive à avancer. Donc, effectivement, mais je te remercie de le souligner parce que c'est vrai que j'entends ça aussi parfois, qu'il y a certains endroits où il y a une fermeture d'esprit. Et puis, il y a une fermeture d'esprit, je pense, parce qu'aussi, on ne veut pas mettre les heures nécessaires des fois pour trouver les solutions. Parce que c'est beaucoup d'heures, des fois, il y a beaucoup d'échanges. Puis des fois, on arrive puis on aboutit à rien. Ça revient au même, mais au moins, on aura chacun compris les enjeux. Donc, c'est aussi mon rôle d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire telle chose ou telle autre, comme c'est le rôle également de ma collègue Dominique à la direction des programmes et mes autres collègues aussi. Ouais. Donc, alors, au moins, quand les gens ils comprennent puis ils savent pourquoi on ne peut pas aller plus loin, bien, au moins, il y a une compréhension. Ouais. Puis ça s'applique aussi aux politiciens, soit dit en passant. C'est vrai. Si non, mais c'est vrai, si un politicien, une politicienne explique pourquoi on ne peut pas aller plus loin, pourquoi cette solution envisagée par la société civile ne peut pas fonctionner, bien, ça pourrait aider. Alors que parfois, le politicien va juste dire, ben non, c'est comme ça, puis il ne va pas l'expliquer. Donc, il y a toujours une pédagogie. Dans chaque poste qu'on occupe, il y a toujours une pédagogie à faire. Il y a des choses à expliquer. Mais c'est pas facile. Il faut trouver les bons mots, il faut bien l'expliquer. Parfois, on a notre niveau de fatigue, parfois, on en a marre parce qu'on en a fait tellement. Donc, on fait face à toutes sortes de situations au quotidien, on en accumule. Puis, j'avoue, moi, les périodes de fin de session, c'est pas facile. Puis souvent, en fin de session, il y en a de la tempête. Hein. Il y en a, Ah oui. Ouais. il y a toujours des petites affaires en fin de session que tu n'avais Ouais. pas vues, toujours autre chose. Puis quand on était en COVID, c'était quelque chose. Fait que là, au moins, je me rassure en disant que oui, peut-être la pandémie pourrait revenir et tout ça, mais on n'est pas au plus fort comme en 2020, 2021. Ah, Parce que mes 2 premières années de mandat, là, ça a été quelque chose. Hein. On est arrivé à ce moment-là, nous autres à l'UQAM. Fait qu'on Ah on a oui. juste connu toi comme directeur du Ouais. département. Ah oui. Puis justement. on Mais c'est un était vrai comme, baptême de wow. feu. Ah, Là, c'est un c'est- vrai baptême de feu. Ouais. Je me rappelle encore, je pense que c'était le fameux concert, c'était en décembre 2020. Non, en décembre 2021, le fameux concert de chant pop où c'était les examens. Puis tout le monde est rentré dans le 30-80 parce qu'il y avait des trucs à régler et tout ça, puis il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis tout le monde a eu la COVID. Ah. Tout le monde qui était au département vrai. cette C'est journée-là. vrai, ça, je me Je pense souviens. que c'était le genre 10 ou 12 Ouais. décembre, Ah, il y avait ouais. des examens, tout le Bam, monde a eu la ouais. COVID. Tout le monde s'est fait tester après, on l'avait tout. Et puis pourtant, on a tous fait attention, on avait des masques et tout, mais là, c'était trop, il y en avait trop qui l'avaient accumulé. Puis Ouais. l'air devait être malsain cette journée-là, il s'est passé quelque chose, fait qu'on on l'a tous attrapé. Donc voilà, fait qu'on a tous eu un Noël sur le carreau. Ouais. Le verre était rentré dans la pomme. Exact. Exact. Est-ce qu'il y a une réalisation en tant que professeur ou directeur qui, depuis que justement tu es à l'UQAM, est-ce qu'il y a une réalisation que tu as fait ou une démarche que tu as entreprise à l'UQAM que tu es particulièrement fier? Bien, c'est sûr que les embauches de profs, Ouais. chez les profs, c'est toujours quelque chose. Par exemple, le dernier poste qu'on a ouvert et que Vanessa a obtenu, c'est un sentiment de fierté d'une part parce qu'on est allé chercher une collègue de grande qualité qui travaille et qui est complémentaire avec moi. On est les 2 musicologues de la boîte, Vanessa et moi. Et ce travail-là pour ouvrir le poste a été important. Puis c'est vraiment plusieurs étapes. Après ça, accompagner le professeur quand il rentre. Donc ça, j'en suis particulièrement fier. J'ai procédé à 2 embauches depuis que je suis en poste. Donc Vanessa et Gina. Gina Ryan également. Mhm. C'est 2 collègues que j'estime beaucoup, que j'aime Ah beaucoup. ouais. Donc, je suis très, très, très content d'avoir travaillé ça. Alors, ça, c'est des belles réalisations. Après, ça peut être tout simplement de réaliser Par exemple, avec Stéphane, on est passé à travers toute la période d'évaluation de programme. Ça a été beaucoup de travail. D'abord, on fait une auto-évaluation. Après ça, on reçoit des experts externes. On passe par tout un processus. Ça a été beaucoup de travail.
Ensuite, je vous dirais des fois de juste maintenir le bateau en marche. Ouais. Hein, C'est le une belle bateau, réalisation en soi. c'est là, ça, oui, tout à fait. Qu'il y ait de pas faire trop, que tout est en où on pourrait place. Ouais. avoir l'image du camion qui charrie des pierres et puis il ne faut pas que les pierres partent dans tous les sens. Ouais. Donc, juste avoir cette image de quelque chose qui roule sans que tout tombe, ça, c'est quand même quelque chose aussi. Sur le plan personnel, là, si on parle de ma carrière de musicologue, c'est certain que la publication de mon essai chez XYZ Éditeur en mars 2021, le classique Fait Pop, Mhm. ça vraiment, ça a été pour moi vraiment un moment fébrile de ma carrière. Premièrement, il y a eu une réception à laquelle je ne m'attendais pas. D'avoir été jusqu'à la télé, d'être passé à la télé Ouais. pour parler de mon essai, ça, je pense même mon éditrice, elle ne s'attendait pas à ça. Tout le monde était comme un peu impressionné par la couverture médiatique à laquelle j'ai eu le droit. Donc ça, j'étais vraiment, là, je surfais sur un nuage. Là, j'étais, Ouais. j'étais en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été vraiment un moment marquant, un moment charnière de ma carrière. Et surtout, ce que j'aime de mon essai, c'est que c'est l'aboutissement de plusieurs années à l'UQAM et de travail avec justement les cours dont on parlait tantôt, musique et des sociétés 1 et 2, et de présenter une autre vision des rapports classiques et populaires. Ouais. Et ça, j'en étais particulièrement fier. Surtout que pour un musicologue, je dirais pour environ la plupart des scientifiques qui sont en sciences humaines, et c'est vrai pour un musicologue, publier un livre, c'est toujours un moment important. C'est toujours un moment fort. C'est comme un bébé qu'on porte et puis qu'on met au monde. Alors, le fait d'avoir accouché de cet essai-là, parce que auparavant, j'avais pensé à publier un livre sur telle chose, sur tel autre sujet et tout, mais je voyais pas la plus-value. Ma thèse de doctorat, elle était déjà accessible, donc je voyais pas la nécessité de la transformer en livre. Après ça, il y avait eu un autre projet de livre, mais je trouvais que ça prenait trop d'ampleur, puis c'était pas assez resserré par rapport au sujet. Je vais le publier un jour, là, mais... Et là, quand il y a eu cette idée de dire, Danick, qu'est-ce que tu apportes dans le fond au département de musique, dans tes cours de musique et des sociétés? C'est ces rapports entre classique et Ouais. populaire. C'est ce qui fait que tu as des étudiants de profils différents et que ces étudiants de profils-là différents aussi se nourrissent de ce que tu leur présentes et sont la démonstration qu'on est passé à un autre niveau parce qu'ils sont de profils différents, classique ou pop. Et c'est là quand j'ai écrit mon essai, j'étais vraiment à fond dedans. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui va se produire pour moi à ce moment-là. Puis ça a été une belle publication, l'essai. Et on m'en parle encore de l'essai. Je sens qu'il est resté. Je sens qu'il y a quelque chose d'important qui a été publié Oui, à ce moment-là. vraiment. Sans me vanter, là, mais je sens par la réception, par les ventes, aussi par le fait que l'essai soit de plus en plus cité, qu'il soit aussi utilisé, parfois dans les institutions, juste pour défendre, par exemple, le populaire dans les institutions classiques ou autres. Alors, je sens qu'il y a eu une contribution là. Alors, c'est sûr que pour moi, ça reste un moment important. C'est quand même beaucoup de choses, hein, quand même. Quand on se dit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est certain que dans une carrière, on ne se le cachera pas, la quarantaine, souvent, c'est un moment d'explosion de la carrière. Dans la vingtaine, on est formé. Dans la trentaine, on pose ses jalons, on commence à comprendre. Mais là, dans la quarantaine, on sent qu'on est plus en maîtrise de son métier. On sent qu'on a aussi l'énergie pour contribuer, pour produire. Honnêtement, dans la cinquantaine, je n'aurais pas l'énergie que j'ai là, pour faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Là, dans mes 10 premières années à l'UQAM, ça a été quand même assez intense. J'ai publié en moyenne 2 articles par année. J'ai publié ce livre. J'ai maintenu un haut taux de publication, mais aussi de communication, de ce qu'on appelle les diffusions de des connaissances. Donc, j'étais beaucoup là-dedans. Alors, tout en étant directeur. Donc, c'est certain, c'est parce que j'avais l'énergie. Mais là, je le sens déjà. Il y a certains moments où que je me dis, OK, est-ce que je vais, par exemple, écrire le soir? Non. Là, je vais me reposer le soir. Donc, j'ai pas le choix à un certain moment de dire, OK, mes heures de repos sont vraiment importantes, j'y tiens pour être en forme puis pour y aller tranquillement. Mais ça n'a pas été du sacrifice pour autant. Ça a été vraiment des moments d'exaltation, de passion. Quand j'ai écrit le classique Fait Pop, je l'ai écrit à partir... Il avait été commencé avant la pandémie, mais quand la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé pendant comme... au début, il n'y avait pas encore les cours en ligne, puis j'avais du temps. Donc, j'ai vraiment clenché sur cet essai-là pendant la pandémie. J'avais du temps, puis et ça me permettait de décrocher de ce qui se passait, qui était hyper lourd, hyper anxiogène. Donc là, je pouvais m'investir à fond dans l'écriture. Et moi, quand je pars dans l'écriture, je suis comme en transe. Au début, c'était un peu difficile parfois, juste me mettre dedans, mais quand l'écriture part, puis là, je me sens bien, je vois plus le temps passer.
passer. C'est comme si j'étais dans mon élément. Donc, c'est certain que ces moments-là que je me donne pour l'écriture me font aussi du bien. On pourrait penser que se dira, est-ce qu'il écrit tous les soirs après ses journées de travail comme directeur? La réponse est non. C'est juste que je me donne des moments d'écriture. Ouais. Donc, il y a des moments où je me dis, bon, par exemple, cette plage-là, là, c'est comme si j'enseignais. Par exemple, je sais pas moi, un jeudi après-midi de 13h à 16h, je ne réponds pas à des courriels. Je me concentre vraiment sur l'écriture. Et après 16h, je vais régler toutes les urgences. Puis là, je vais régler certaines choses. C'est comme ça qu'on avance. Ouais. Parce que sinon, on se disperse. Puis on peut toujours être dérangé. On peut toujours manquer de concentration. Donc, c'est comme ça. Là, j'ai un nouvel essai qui arrive bientôt. Donc, il est prêt, en fait. Il vient d'être imprimé. C'est aux éditions universitaires de Dijon. OK? Ça s'appelle Musique classique au 21e siècle, le pari de la nouveauté et de la différence. Donc, musique classique au 21e siècle, le pari de la nouveauté et de la différence. Et c'est un court essai, donc on est environ dans les 35 000 mots. Et il vise à montrer comment les musiques classiques se renouvellent à travers des ouvertures, comme par exemple musique de film, musique de jeux vidéo et autres. Et ça revient sur toutes les questions de canonisation, comment on s'est concentré sur certains compositeurs. Le sujet, je l'avais effleuré un petit peu dans le classique fait pop, mais je ne le traite vraiment pas de la même façon. Là, je reviens vraiment, je pose des bases théoriques pour comprendre toute notre relation au classique. Et là, je vais plus loin pour montrer comment aujourd'hui il y a des ouvertures, comment ça se renouvelle et comment on re-questionne l'autorité de certains compositeurs comme Beethoven, comment on ouvre vers, par exemple, les compositrices, comment on renouvelle le répertoire. Le grand sujet, c'est le renouvellement du répertoire. Et il y a des mots-clés que j'utilise dans cet essai-là comme le rééquilibrage des forces en musique classique pour montrer comment il y a d'autres avenues que celles qu'on a toujours envisagées. Et j'explore aussi les carrières de 3 personnes qui m'inspirent beaucoup. Yannick Nézet-Séguin, parce que je le trouve inspirant parce qu'il prend position puis il n'a pas peur d'inviter à renouveler le répertoire. La même chose avec Barbara Negan, la chef d'orchestre qui est aussi chanteuse, qui chante en dirigeant. C'est très impressionnant. Et David Grelzamer, qui est justement à Montréal dans ces temps-ci. Et David Grelzamer, lui, il est du côté de la Suisse. Il est à la fois chef d'orchestre et pianiste. Et lui aussi, il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit dans ses répertoires, dans l'exploration aussi des musiques populaires, parce que je parle aussi des phénomènes de crossover. Comment on amène le populaire du côté du classique, que ce soit dans le classique symphonique, que ce soit évidemment dans les artistes populaires qui viennent chanter en milieu classique, comme on a fait beaucoup avec le hip-hop ces dernières années. Donc voilà, c'est le nouvel essai, là, il sort en novembre 2023. Voilà. Ah, fait que c'est très bientôt, là. Oui, tout à fait. On va pouvoir lire ça Ah, mais il est tout chaud, il est tout chaud. Il est tout chaud, tout prêt. Il est tout chaud. En fait, mon collègue Philippe Gonin de l'Université de Bourgogne arrive la semaine prochaine à Montréal. Il m'apporte mes copies. Donc, il va m'apporter mes copies mes copies d'auteur. Et après ça, l'essai sort, donc en France en novembre. Et il va être ici au Canada à partir de décembre. Et on en fera vraiment la promotion à partir de janvier 2024. Okay. Moi, je me souviens de ton essai Le classique fait pop, justement. Moi, je travaillais au Archambault, qui est juste à côté. Oui. Et... Quand il était ouvert? Quand il était ouvert. Quand il était ouvert. Et justement, j'ai commencé à étudier à l'UQAM à peu près dans les mêmes temps. Et je me souviens, je me promène, puis tu t'étais présenté au début de notre bac et tout. Puis je me promène dans les allées, puis il y a juste un livre qui attire mon attention. Puis j'ai vu Danny Trottier, puis j'étais fait que là, je suis allé vérifier, puis c'était toi. Puis justement, à chaque fois, tu sais, des fois, je faisais de la caisse ou whatever, puis à chaque fois, je voyais quelqu'un acheter ton livre, j'étais comme il est donc ben hot, mon directeur, tu sais. Je le trouvais cool. Gentil. Mais tu sais, genre, je trouve ça super concret, genre, justement, mais c'est sûr. Publier un livre, c'est pour ça que pour un scientifique, publier un livre, c'est un moment d'un peu de consécration en même temps parce que c'est rare que le public va te dire quand, par exemple, ils ont consulté ton article. Hein? Un article, on le trouve, on le lit et tout ça, mais ça n'a pas la même dimension. Un ouvrage, on rentre vraiment plus dans la tête d'un auteur, on le lit, en tout cas, on se l'approprie. Il y a toute une relation aussi à l'objet. Et puis, j'étais très content des choix de mon éditrice. Par exemple, le vinyle qu'on voit sous la couverture. Il est super beau. Il est super beau, noir, avec un vert fluo un peu qui accroche l'œil. Donc, ça a été vraiment très bien pensé. Donc, j'ai été
et je les salue. L'équipe de XYZ Édition, ils m'ont vraiment bien accompagné, vraiment à tous les niveaux. Puis j'ai été choyé comme auteur, là, vraiment. Puis ils m'ont laissé aussi... il y avait des attentes, là, parce qu'il fallait quand même, dans un essai, il faut prendre position. Donc Ouais. ça, c'est important. Hein. C'est la différence entre une monographie scientifique et un essai. Un essai, il peut être scientifique, donc il va avoir un bagage conceptuel et tout, mais il faut défendre un point de vue. Alors que dans une monographie, on défend, mais c'est plus scientifique. Il y a plus beaucoup d'épistémologie, par exemple, dans une monographie scientifique. Alors bref, tout ça pour dire que je suis très content du travail qu'ils ont fait, puis effectivement, ils accrochent et il y a des gens, des fois, qui m'ont arrêté dans la rue. Ils m'ont Oui. dit qu'ils avaient acheté mon essai, puis m'en Oh. parler. Alors ça m'a Ouais. beaucoup touché. Et puis les ventes aussi, quand même, on est dans les centaines de copies vendues, donc près de 1000. Donc, alors pour moi, ça me touche beaucoup parce qu'on est dans un monde de l'édition, c'est pas facile de vendre des copies. Ouais. Puis surtout Non. en sciences, vendre des copies, c'est Ouais. des fois, on va jusqu'à 200, 300. Moi, je suis au-dessus de ça, là, les copies. Donc, je suis très content de la réception de l'ouvrage, de sa trajectoire et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau moment, vraiment, de ma carrière. Et puis, ma carrière aussi, un plus d'auteur parce que forcément, ou d'expert en tout cas, d'expert dans, dans le, disons, dans l'espace public. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai une bonne réception, c'est que ça avait été construit sur plusieurs années de présence dans les Ouais. médias et autres. Fait que c'est ce qui fait que le tuilage s'est fait facilement quand l'ouvrage est sorti. Déjà, la presse, de faire la une de la presse avec mon essai, ça, c'était vraiment... ça, vraiment, je m'y attendais pas. Pas la une, disons, directe, mais dans les unes surtout... Des différents cahiers. Oui, du grand cahier, du côté surtout des arts. Avoir ma photo avec titré au-delà, je pense que c'était les barrières classiques et pop s'estompe ou un truc comme ça, là, pour aller voir. Là, si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver facilement l'article, mais c'était vraiment quelque chose. Les gens m'écrivaient pour m'en parler, alors oui, c'est un moment fébrile. Je pense pas reconnaître ça avec d'autres essais. Peut-être, je connais pas l'avenir, mais ce moment-là a vraiment été pour moi un petit peu une espèce de consécration aussi médiatique, vraiment. Ça a été très, très, très fébrile. Ça serait la fin du podcast. Ça a passé tellement vite. Ben oui, puis on a exploré plusieurs sujets. Ben oui. Merci. Des Sans très le belles savoir, questions. sans le savoir, t'as passé à Euh, travers tout le plan J'avoue que la question la d'entrevue. plus Ouais. difficile qui me reste encore dans l'esprit, Ouais. c'est d'étudiant en directeur, tu sais, parce Ouais. que c'est vraiment comparer Ouais. deux sphères d'activité tellement différentes. Mais effectivement, c'est certain que le fait d'avoir été étudiant a été une expérience bénéfique pour après ça être de professeur et effectivement être directeur, ça c'est certain. Ce qui fait que je peux me placer dans une situation des fois de me mettre à votre place, de faire preuve, je cherche le mot là, mais de faire preuve de compassion ou autre par rapport à ce que vous vivez, tout ça, ou tout simplement être dans un sentiment altier. C'est ça, je cherchais le mot, là, j'ai pas le mot juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Donc, de faire preuve d'écoute, en tout cas, ça, c'est certain. Juste avant de terminer, je t'en Ouais. avais parlé juste un peu. On l'a essayé avec Hélène. Dans le fond, ça serait un petit 20 questions en rafale. Ah Puis oui, c'est... c'est ça, il me semblait aussi Oui, qu'il y avait un autre oui, c'est segment. ça. Oui. C'est ça, OK. Puis, dans le fond, c'est ça. Justement, je vais te présenter deux options et tu choisis celle qui te parle le plus entre les OK, deux. C'est des OK. questions un peu, pas banales, mais qui peuvent refléter un peu justement qui que t'es OK. en tant que musicologue ou en tant qu'individu. En tant qu'individu au-delà de la musicologie, Ouais. parce que j'ai une vie au-delà de la musicologie. Ouais. Je tiens à le dire, Oui. dans la direction. Là, on sait que ça va peut-être être un peu crève-cœur, mais le but de l'exercice, c'est vraiment de choisir un ou l'autre sans apporter de justification. Parfait. Si c'est vraiment important pour toi d'apporter une justification, comme on va te laisser un moment à la fin pour Parfait. préciser si nécessaire, mais on veut vraiment une réponse là, OK, le plus rapidement possible. OK, parfait. Excellent, excellent. Parfait. Donc, on va commencer ça maintenant. Puis, Ouais. tu sais, on se met pas de barrière de temps. On avait essayé une barrière de temps avec Hélène. Puis, finalement, on voulait juste Ok. tout entendre les questions. Donc, Parfait. Excellent. mais le plus instinctivement possible, sans nécessairement de justification, on justifiera mais je par la prends suite. une des deux questions juste pour être sûr de comprendre ou je donne... C'est pas une question, c'est je te propose deux trucs. Puis, tu me dis lequel lequel des des deux? deux te Ah, rejoint le ok. plus. Le classique, mettons, Ah ouais. bière ou vin. Ah, OK, Là, parfait. faut répondre Excellent, un des deux. excellent, excellent. Ah ouais, clenche-moi ça. Parfait. On commence ça. Maintenant, enseignement individuel ou en groupe? En groupe. En groupe. Musique classique ou pop? Musique pop. Pop. Bière ou vin? 20. Bach ou Beethoven? Beethoven. Étudier à l'université ou enseigner à l'université? Enseigner à l'université. Cours en ligne ou en présentiel? Cours en présentiel. Réseaux sociaux ou journaux? Journaux. L'enseignement vocal ou instrumental? Instrumental. Cuisine maison ou restaurant?
Cuisine maison. Enseignement ou la recherche? Enseignement. Enseigner à des enfants ou des adultes? Adulte. Adultes, oui. Il y en a que j'hésite, mais Ouais. il y en a que j'hésite pas. Théorie musicale ou formation auditive? Théorie musicale. Majeur ou mineur? Majeur. Sucré ou salé? Sucré. Enseigner la musique classique ou enseigner la musique populaire? Enseigner la musique classique. Juste l'esprit de contradiction. Improvisation ou partition? Partition. UQAM ou McGill? UQAM. Café ou thé? Café. Lever tôt ou veiller tard? Le veto de ce temps-ci, tu sais, je veux dire le veto. Quand je suis jet lag, j'étais en France la semaine dernière. OK. Ouais. Mais normalement, ça serait plus coucher tard, mais là, je veux dire le veto, je fais exprès. Chat ou chien? Chat, mes petits minous. Non, mais c'est vrai, j'en ai deux, donc Ansel et Gretel. Ça s'invente pas, n'est-ce pas? Danser ou chanter? Danser. Danser. Comédie musicale ou opéra? Opéra. Et voilà, c'était tout. Non, mais on continue, j'en veux On continue! d'autres. On veut d'autres, J'aime ça. on veut d'autres. En tout cas, je me redécouvre. Ouais, tu te découvres un peu. Non, mais j'avoue qu'il y en a, classique et pop, là, j'ai pas Ouais. le choix. Bach, Beethoven, après ça, je me suis dit, c'est vrai que j'écoute autant Bach que Beethoven. Donc, il y en a certains, mais il y en a vraiment. Tu sais, j'ai dit café parce que je prends mon café tous les Ouais. jours. Mais thé, j'aime vraiment. Je suis un amateur de rooibos, donc je Ouais. prends aussi des thés et tout Ah ça. oui. Donc, alors voilà. On n'est pas sur une seule chose dans la vie, hein? On Non, peut être c'est sûr. multiple. Mais C'est c'est ça que certainement j'aime une des aussi, leçons. voir aussi le tiraillement un peu entre deux Oui. choix. Ah oui, Puis tout à fait. qu'est-ce qui C'est va certain. l'emporter entre les Ben oui, deux tout à si fait. on a le choix entre un seul des deux? Tu vois, je dis sucré, alors que mes habitudes de vie font en sorte maintenant que je dois faire attention au sucre, surtout le soir ou tout ça. Je suis pas Ok. diabétique, mais je dois faire attention parce que je sens des fois quand je prends trop de sucre, la fatigue et tout. Alors pourtant, j'adore le sucre. Petite anecdote comme ça qui va faire bien rire le Ouais. monde. Quand je suis allé quand j'étais à Paris la semaine dernière, pour le dernier soir, je me suis fait plaisir. J'ai mangé dans un restaurant, puis je me suis pratiquement pas commandé de dessert à Paris, mais là, je me suis dit, OK. Et là, je regarde la carte des desserts et je vois île flottante. Je ne sais pas si vous connaissez l'île flottante. Alors, de mémoire, c'est fait avec de la du crème blanc glacée? d'œuf. En tout cas, Non? non, c'est vraiment... C'est comme une mousse. C'est très élevé. Puis c'est comme dans un crémage. De quoi de riche. Ouais, là. ouais, ouais. C'est tellement riche. Alors, la première bouchée, c'était très bon. La deuxième, Ah ouais. c'était oh. La troisième, et là, c'est drôle parce que j'avais envoyé la photo à ma conjointe parce qu'elle n'était Oui. pas avec moi. J'avais montré le début de l'île, mais c'était énorme. Elle a dit ça ressemble à un repas tellement Ouais. c'est énorme. Et j'en ai mangé la moitié. Je déteste gaspiller, mais là, j'ai pas eu le choix parce Ouais. que j'étais plus capable. Et là, j'ai envoyé la photo avec puis elle La a dit, moitié, oui. Elle a dit, je m'y attendais. Je dis, oui, écoute, je peux pas aller plus loin. C'était vraiment. Donc, tu vois, le sucré, j'adore, mais forcé de constater en vieillissant que je peux plus le supporter Ouais. autant qu'avant. Alors, quand j'étais jeune, Ah ouais. ça passait. Voilà, ben merci beaucoup. Ben, merci. Ben, merci à toi David. d'être Puis on veut venu. juste te laisser une petite place aussi en fin de podcast pour justement, si on veut en apprendre plus sur toi, c'est où qu'on te retrouve. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que... La page des professeurs de l'UQAM, Ouais. donc j'ai ma page de prof. C'est certain qu'on peut retrouver aussi toutes mes publications en ligne, donc Oui. n'hésitez pas, que ce soit mon nouvel essai qui arrive, là, donc je vous invite à vous le procurer. Donc, surtout qu'il ne sera pas cher, je pense, parce que c'est petit. Donc, en tout cas, je pense qu'en Europe, il est en bas de 10 €. Puis ici, je n'ai pas encore le prix, mais ça ne devrait pas dépasser normalement les 20 $. Donc, Bon. ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand C'est même raisonnable. accessible. Et puis, non, n'hésitez pas. Puis, vous pouvez toujours entrer en communication avec moi. Je dis à chaque fois que je rencontre des gens, mon adresse électronique est connue. La même chose pour les autres collègues de l'UQAM. Donc, vous m'écrivez. Puis, je réponds quand même assez vite à mes courriels. hein, je Oui. pense. OK. Tout Excellent. à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ça fait Danick. plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui va être avec Hans, Oui. un autre professeur. ici au Collègue Hans département. Barnat. On a hâte de le recevoir. Donc, merci à tous et merci, Danick. Ça fait plaisir.